Bonjour. Aujourd'hui, Internet Society chapitre RDC s'est associé avec le ministère des Postes, Télécommunications et Numériques au travers son fonds d'accès aux services universels pour comprendre le défi, les priorités et surtout comment cela pourra surtout intéresser toute la nation. Notre masterclass sur les services universels pour connecter les nouveaux usagers va se tourner autour de quelques expériences de ce qui se passe déjà dans d'autres pays, mais aussi avoir l'avis des experts, notamment de la primature et notre expert, M. Alain, de partager son expérience, un expert de Dismay et tous les autres acteurs qui sont présents dans cette salle. Tout d'abord, je m'en vais vous remercier tous parce que vous avez accepté vous joindre à nous ici en présentiel. Et j'aimerais ici remercier aussi tous ceux qui sont déjà connectés en ligne de partout pour comprendre la nuance et le besoin que présente le fonds de services universels pour connecter les nouveaux usagers. Et pour commencer, je vais ici vous présenter notre programme de la journée. Tout d'abord, nous aurons le mot de bienvenue de Madame la présidente de Internet Society chapitre RDC, Madame Françoise. Et juste après ce mot, nous aurons la présentation du sondage en ligne sur les connaissances en rapport avec les services universels qui sera présenté par un membre du conseil d'administration, M. Athanase. Et juste après son sondage, nous aurons la présentation du fonds des services universels qui sera présenté par le coordinateur de ces fonds, M. Patan Kadiat, qui va pouvoir nous rejoindre dans quelques minutes. Et juste après cette présentation, nous aurons un avis des experts, c'est-à-dire on pourra échanger avec des experts qui sont dans cette salle, mais aussi un membre d'Internet Society. Je crois que le secrétaire général vient de nous rejoindre. Il va pouvoir partager avec nous autour de ces panels pour comprendre tous ces défis et comment est-ce que les experts voient le besoin de ces fonds. Et juste après, nous aurons aussi un avis de l'expérience de ces fonds dans d'autres pays, notamment le Sénégal et la République du Congo. Les deux seront présentés d'une part pour le Sénégal par M. Mamadou Ndir et d'autre part par M. Lik Missidimbazi, le président de ces fonds à Brazzaville. Et après, nous passerons par une séance de questions-réponses et nous allons clôturer notre événement. Et donc, mesdames et messieurs, sans plus tarder, sous vos acclamations, je vous prie d'accueillir Madame la Présidente. Bonjour à tous. Excellence, Monsieur le conseiller principal en charge des TIC et du numérique à la primature, Mesdames et Messieurs, membres d'Internet Society, en vos titres et qualités respectifs, c'est un immense honneur que j'ai de m'adresser à vous aujourd'hui pour cette masterclass sur le service universel pour connecter les nouveaux usagers. Comme vous le savez, le service universel fait référence aux efforts du gouvernement pour garantir que les citoyens aient accès à Internet. Néanmoins, ces efforts ne peuvent pas aboutir si les autres partenaires du développement d'Internet ne participent pas. Je pense ici à la société civile d'Internet et aux groupes d'usagers dont nous, Internet Society en République démocratique du Congo, faisons partie. Je pense aussi aux universités et aux chercheurs indépendants, au secteur privé ainsi qu'à d'autres. En RDC, comme vous le savez, un fonds de développement du service universel a été mis en place depuis 2 ans. Ceci nous donne plein espoir que dans les années qui viennent, Internet sera disponible jusqu'au dernier kilomètre et qui sera en République démocratique du Congo le catalyseur qu'il est véritablement pour des milliers de personnes à travers le monde. Nous comptons sur vous pour nous faire entrer dans cette vision. Nous voulons comprendre de quoi il s'agit exactement quand on parle d'accès universel, comment est-ce que cet accès est financé, quand est-ce qu'il sera réellement disponible, pourquoi est-il nécessaire que tout le monde ait accès et quelles sont les conditions de cet accès.
À vous, participantes et participants, nous savons que vous êtes intéressés par ce sujet et que vous avez pris de votre temps pour vous connecter ou pour être avec nous physiquement dans cette salle. Nous pensons donc que vous allez permettre que nous puissions avoir des discussions de qualité. Enfin, je ne saurais terminer cette adresse sans faire mon rôle de présidente d'Internet Society en République démocratique du Congo, c'est-à-dire celui de vous inviter à vous qui n'êtes pas encore membre de nous rejoindre. Internet Society est une organisation non gouvernementale dédiée à soutenir et à promouvoir le développement d'Internet comme une infrastructure mondiale et à représenter les usagers d'Internet. Je vous souhaite à tous une agréable journée et surtout une pleine attention durant cette masterclass. Merci. Merci, Madame la Présidente, pour votre mot et vous avez bien présenté l'événement qui nous attend aujourd'hui et les discussions qui seront très pertinentes. Je rappelle ici les différents objectifs. Je crois qu'avec la présentation de Monsieur Paterne, nous aurons à comprendre le fonctionnement et la distribution de ces fonds de développement au service universel. On va comprendre aussi l'alignement des institutions avec les objectifs de l'Internet Society. Et là, ça sera au cours du panel où un membre de ISOC pourra partager avec nous sur ses besoins et aussi présenter le modèle économique et technique pour la durabilité des infrastructures dans les zones rurales. Alors, merci encore une fois la présidente pour votre mot. Est-ce qu'on peut encore l'acclamer bien fort, s'il vous plaît? J'avais ici invité M. Athanase Bayizire, d'administration, qui va pouvoir nous présenter le sondage en ligne sur les connaissances en rapport avec le service universel en RDC. Nous allons tous comprendre ce qu'a été l'avis du public. Est-ce qu'on connaît ces fonds? Est-ce que ça existe? Et comment c'est réparti? Est-ce que ça va fonctionner simplement dans des zones rurales? Est-ce que des zones en développement seront concernées? Et tout ça, ça sera présenté par M. Athanase, que je vous prie d'accueillir avec les acclamations, s'il vous plaît. Bonjour à tous encore une fois et bienvenue. Je suis Athanase Bayizire, membre du conseil d'administration de ISOC RDC. On va un peu discuter de notre connaissance en ce qui concerne le fonds sur les services universels en RDC et en général au pays. Alors, pour ceci, on va faire ces sondages et il est live sur Slido en utilisant soit en scannant le code QR qui est en haut là-bas. Ceux qui sont sur Zoom peuvent voir au fait la présentation juste en scannant le QR. Vous avez accès au sondage. Alors, en attendant qu'on est en train de se connecter, est-ce que vous pouvez juste brandir les téléphones, scanner les QR? Donc, ici, on va un peu essayer de passer en revue les connaissances que nous avons par rapport au fonds de service universel. Alors, pour ce qui est des questions sur le sondage, nous avons des questions générales. Nous avons des questions générales et donc, qu'est-ce que le fonds de service universel en RDC? Juste pour savoir si vous avez déjà entendu parler de cela et quels sont les objectifs principaux du fonds. Pour une autre question, nous avons les connaissances des acteurs qui gèrent le fonds. Et à part ça, on a aussi des questions sur les missions principales de ces fonds et qu'est-ce que ça devrait accomplir en RDC. Nous avons aussi des questions sur la praticabilité. Madame Françoise a dit que le fonds était déjà opérationnel en RDC depuis 2 ans. Quel est l'impact de ces fonds au fait, par rapport à notre population? À part des questions liées à l'impact, il y a aussi des questions liées aux ressources qui sont utilisées pour ces fonds-là. Est-ce qu'ils sont utilisés efficacement quant à ce? Si
des questions liées aux améliorations qu'on peut faire face à cela pour ceux qui ont déjà des connaissances sur ces fonds-là. On continue à recevoir les réponses ici. Pour ce qui est de la première question, si vous avez déjà entendu parler du fonds, les réponses sont partagées. Il y a 50% de personnes qui disent oui, ils ont déjà entendu parler du fonds, et 50% aussi qui disent non. Oh, les pourcentages sont en train de changer, voilà. Alors, on continue à recevoir les réponses. Là, plus de participants ont déjà entendu parler du fonds. Ce qui est intéressant, ce sera une session d'information. Alors, prochaine question. Et pour la deuxième question, ce qui est de l'objectif principal du fonds, nous avons 60% qui disent que c'est pour améliorer au fait l'accès à Internet et aux services numériques dans les zones rurales, les zones isolées, les zones moins représentées. 20% qui disent que c'est pour réduire les inégalités d'accès aux télécommunications. Il y a aussi 20% qui ne connaissent pas trop de ce qui est de ces fonds-là. Et personne, pour dire 0%, qui pense que c'est pour soutenir les entreprises de télécom. Intéressant, en tout cas. Prochaine question. Voilà. Pour la question suivante, c'est quid des responsables de la gestion du fonds du fonds de service universel en RDC. Alors, ici encore, c'est plus intéressant que ça. Les réponses sont partagées. 33% pensent que c'est les gouvernements centraux qui gèrent les fonds. Au fait, en parlant de gouvernement central, c'est les ministères, la primature, tout ce qui est d'ordre-là du gouvernement. 38% déjà, wow, 38% déjà qui s'abstiennent, qui n'en savent pas trop. 25% qui pensent que ce sont des opérateurs privés. Wow, ça évolue très bien. Alors, là, plus de monde, non, c'est pas trop. Heureusement, on a des experts ici qui vont nous éclaircir sur qui gère au fait ce fonds en RDC. Question suivante hier. Ok, merci. Alors, pour la question suivante, c'est très intéressant. Au fait, c'est la pratique. Qu'est-ce qui est du fonds, comment il est mis en place. Et c'est si on veut savoir si vous avez déjà entendu parler d'un projet soutenu par le Fonds de service universel. Déjà 2 ans déjà que les fonds est disponible. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ces fonds? Alors, beaucoup plus de monde n'a pas encore entendu parler des projets qui sont faits dans le cadre du service universel, avec certains qui en ont entendu parler et plusieurs qui n'en savent pas vraiment. Alors, la prochaine question est, OK, alors, à votre avis, les ressources du Fonds de service universel sont-elles utilisées de manière efficace? Ici, c'est surtout ceux qui ont déjà parlé de ces fonds. Et alors, waouh, il y a 57% de participants qui disent non. Je suppose que ce sont ceux qui ont déjà entendu parler de projets faits dans le sens de ces services. Ils trouvent que les ressources ne sont pas utilisées efficacement. C'est intéressant. On aimerait bien en savoir plus. Plusieurs qui n'en savent pas trop. Et certains pensent que oui, les ressources sont utilisées efficacement. Alors, la prochaine question. Voilà. Pour cette question, on veut savoir quels sont les principaux obstacles à l'utilisation efficace de ces fonds. En fait, ici, pour ceux qui ont dit que non, les ressources ne sont pas très bien utilisées. Alors, quels sont les obstacles? Ici, on parle de manque de contrôle ou de suivi et d'autre part de manque de transparence, insuffisance de ressources, mauvaise gestion de fonds, problème de coordination, peu en pensent. Beaucoup pensent que c'est un manque de contrôle ou de suivi de projet. Heureusement, nous aurons des experts ici
vont essayer d'éclaircir ces questions qui ne sont pas précises. Et donc, c'est aussi l'objectif de cette masterclass, c'est pour fixer l'opinion, comme Madame la Présidente disait, avoir un peu plus de monde dans la société civile, dans les secteurs de la recherche et le secteur académique, de comprendre un peu qu'est-ce que le fonds et à quoi ça peut nous aider. Alors, pour la question suivante, des gens proposent le changement ou amélioration que nous pouvons faire pour maximiser les bénéfices de ce fonds, avoir un service de suivi de fonds et la réalisation finale du projet, mettre en place un mécanisme de suivi encore et encore, accélération de la mise en opération de l'établissement public chargé de gérer cela. Alors, rapidement, on va parler de ces sondages. Donc, qu'on peut améliorer pour ce qui est de la mise en pratique des activités faites par rapport à ces fonds. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des idées partagées, des avis partagés par les participants. Et j'aimerais savoir, il y a ici ceux qui ont dit qu'ils ont déjà entendu parler des activités qui sont faites dans le cadre de ces fonds. 2 ou 3 personnes qui ont répondu par oui, il y en avait plusieurs. Alors, pour ceux qui sont en ligne, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des experts avec nous qui vont en fait nous parler de qu'est-ce que les services universels et quelles sont les activités au fait, quels sont les projets qui sont faits par ces biais-là. Alors, je crois qu'on va devoir finaliser avec le sondage. Juste, je vous partage quelques informations sur ce que plusieurs ont donné comme réponse. En parlant de projets et des secteurs qui devraient plus bénéficier des fonds et des projets financés par le fonds, beaucoup plus de monde parle de l'éducation. Ils ont mentionné l'éducation comme un des secteurs qui doivent plus bénéficier du fonds de service universel. Ils parlent aussi de la santé. Et c'est très intéressant, les fonds étant orientés vers tout ce qui est digital. Alors, c'est très important, les réponses que nous avons ici, la santé. Et peut-être on pourrait encore apprendre davantage sur comment les gens peuvent utiliser les numériques pour avancer les secteurs de la santé chez nous. Il y a aussi la connectivité dans les zones rurales. Et ce qui est intéressant, c'est que ISOC a beaucoup de projets en ce qui concerne la connectivité dans les zones rurales. Et ces genres d'appui, notamment d'appui des projets financés par le Fonds de service universel, pourraient aider pour maximiser les efforts quant à la connectivité des zones rurales, très souvent délaissées. Développement de services numériques aussi est l'une des réponses données ici. Et l'agriculture et l'entrepreneuriat sont le dernier. Alors, les gens pensent aussi que les projets doivent financer des projets. Donc, le Fonds du service universel doit financer des projets d'entrepreneuriat et d'agriculture. Et c'est très intéressant que nous avons ces avis. Alors, pour ce qui est de question ouverte que nous avons ici, quelles sont les initiatives spécifiques qui devront être financées? Ici, on parle de financement de la régulation routière à Kinshasa. Je crois que c'est quelqu'un qui a été bloqué dans les embouteillages ce matin. Financement de la régulation routière, intéressant. Il y a aussi, quelqu'un nous parlait de financement de la régulation routière et une autre personne parlait de la captain de jeunes. Et une dernière réponse intéressante, c'est le service de connectivité et d'équipement d'accessibilité. Nous avons des réponses très intéressantes ici. Et heureusement, on a des experts ici qui vont nous éclaircir sur ceci. Alors,
je vais nous laisser pour le moment. On a eu des avis et à la fin de la journée, on va un peu discuter de ceci. Quelles étaient les connaissances avant d'avoir écouté les experts et quelles sont les connaissances après avoir écouté les différents experts. Donc, je vous reviendrai à la fin de la journée pour parler de cela. Et encore une fois, merci pour la participation à ces sondages. Je donne la parole encore au modérateur. Merci. Merci Athanas pour cette présentation, merci beaucoup. Et merci à tous les participants pour vos contributions. C'est vraiment magnifique. C'était en ligne, on a tous des réponses et je crois que très très vite, nous allons comprendre le besoin et l'importance du fonds d'accès universel. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir le coordonnateur de ces fonds d'accès au service universel, M. Patern Kadiat, qui vient de nous rejoindre. Et sans plus tarder, je vais vraiment le prendre. Je vais vouloir me rejoindre pour la présentation de ces fonds. Et je crois que vous avez une présentation. Et juste après, nous allons vous donner et nous allons interagir avec le public. Et après, on passe au panel avec les experts. Merci de l'accueillir sous vos acclamations, s'il vous plaît. Je me présente. Mon nom est Patern Kadiat. Je suis chargé de mission du Fonds de développement du service universel, qui est un établissement public chargé de gérer le Fonds du service universel. Alors, je me permets aussi de remercier Internet Society pour avoir organisé cette masterclass qui va nous permettre de présenter un peu c'est quoi le fonds, qu'est-ce que nous faisons, qu'est-ce que nous comptons faire et comment nous planifions d'organiser ce fonds-là pour qu'il puisse bénéficier à tout Congolais se trouvant sur les territoires de la RDC. Nous allons, à travers cette présentation, examiner les contextes, les défis spécifiques à la RDC. Nous allons explorer les bénéfices potentiels du service universel. On pourra aussi toucher au cadre juridique pour voir au développement du service universel. Nous allons parler aussi des acteurs clés et quelques cas. Je n'avais pas préparé de présentation, donc il y a une présentation que je n'ai pas encore finalisée, mais qui me servira parce que je vais vous expliquer un peu l'historique de ce fonds. Normalement, l'État congolais a pour objectif de construire des infrastructures de base sur toute l'étendue de la République pour permettre aux opérateurs qui viennent pour y déployer leurs services. Malheureusement, avec tous les défis que nous avons, l'État congolais n'a pas été à mesure de déployer ces infrastructures. Alors, il a appelé les opérateurs privés à venir investir en RDC sur base de ce qu'on appelle des concessions. Il leur a concédé l'autorisation de déployer leurs infrastructures. En retour, ils payent des licences, des taxes, etc. Vu les défis infrastructurels que nous avons en RDC, l'accès difficile, le pouvoir d'achat dans certains coins qui est relativement bas, on s'est retrouvé dans une dynamique où les opérateurs qui venaient se concentraient dans des grandes villes où il y a un grand pouvoir d'achat, où les infrastructures sont plus faciles. Quand je parle d'infrastructures, je vois l'électricité, je vois l'accès, donc les routes qui leur permettent d'accéder à leur site et tout ce qui va avec. Mais malheureusement, ils se sont concentrés seulement dans des zones où il y a un fort intérêt pour eux, où ils peuvent faire un retour d'investissement plus rapide sur les investissements qu'ils ont pu mettre en RDC. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une grande partie de la population dans les milieux ruraux et périurbains qui n'ont pas accès à ce service. Le service universel définit ce qu'on appelle le service de base auquel chaque Congolais devrait avoir accès sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Vu que des zones qui étaient délaissées, l'État congolais a créé ce qu'on appelle le Fonds du service universel. Son rôle à lui, c'est de promouvoir les télécommunications et les TIC dans les milieux ruraux et périurbains, c'est-à-dire tous les milieux
qui ne représente aucun intérêt pour les opérateurs des télécommunications. Pour déployer ces services dans différents coins, dans des milieux ruraux et périurbains, nous avons plusieurs venir pour essayer de combler ces relever des challenges que nous appelons les défis sécuritaires. Nous savons très bien que le différents points où les niveaux vont les bâtiments de la forme et dans auxquels ils sont en place. Et ils vont aussi faire le niveau de planification. Donc, quand vous voyez dans 20 minutes, il y a une population qui n'a jamais vu l'Italie, dans l'Orlando. Vous pouvez nous parler d'une antenne, d'un télévision, d'un parloir, ce qui est en quoi ça se fait. Peut-être, dans sa langue, vous allez trouver une web, dans le une terre, avec une histoire de bonne, comment plusieurs fois. La chaîne. Et les bénéfices du service universel, surtout pour les femmes, différentes zones qui fait les gens et d'avoir accès à des technologies ou à des modes d'enseignement à distance, de modes d'assistance médicale à distance. Par exemple, je crois que nous y allons avec les différents ministères des suivis des TPST qui sont en train de préparer des cours certifiés de remettre en ligne. Ça permettra d'avoir des bases de données auxquelles les gens qui ont accès à Internet, qui ont accès à la téléphonie, à travers les Internet, d'avoir accès à une plateforme qui leur donne aussi une porte vers ces contenus certifiés d'éducation. C'est-à-dire quelqu'un aujourd'hui qui est dans un village à Mind, va avoir accès au même contenu éducatif qu'un enfant qui est un élève ou un étudiant. Donc c'est un peu ça la vision. Pareil pour l'inclusion financière. Aujourd'hui, moi, je suis exposé à ça, c'est que demain, je pense que Mike, ou je sais pas en quel village, il y a mon cousin qui est là-bas, qui a besoin de retrouver son petit fils. Qu'est-ce que je fais? Avec ça, avec une manie, je peux lui renvoyer un petit rien pour essayer de discuter son fils. Et lui aussi, voir à travers Internet, commencer à présenter ses produits au monde. Et dans ce cas, vous comprendrez que le centre c'est bien comme un projecteur, village, mettre en lumière tout ce qui s'est fait dans un coin de renforce, parce qu'on appelle que l'État est absent. À travers le fait que l'on va mettre une connectivité, s'il y a un mouvement suspect, les gens peuvent très facilement prendre des photos et alerter l'État. Les gens peuvent très facilement montrer à l'État ou démontrer à l'État que, par exemple, tel port n'est pas sécurisé. Il va falloir mettre une antenne de ce côté-là. Par exemple, pour la douane, il y a plusieurs frontières parce qu'on a un très, très grand pays. On a un très grand pays qui a plusieurs frontières, qui s'étend sur des milliers de kilomètres, ce qui fait que il y a des endroits où on n'a pas de présence. Et si le fonds est bien déployé, ces zones-là vont nous permettre d'aller ou vont nous permettre voilà, je disais, ce fonds va permettre à l'État d'assurer à tous ces endroits-là. Et ça va faciliter beaucoup de choses. Par rapport au déploiement, dans la vision du gouvernement, nous voulons aussi, à travers une collaboration avec la Poste, qui a au moins 400 bureaux sur l'étendue de la République, en faire le réceptacle des services numérisés de l'État. C'est-à-dire, lorsque on va numériser, par exemple, les permis de conduire, le passeport, la carte d'identité, on n'aura pas besoin
comme ça se fait aujourd'hui, quelqu'un qui quitte un village pour avoir un passeport, il doit prendre son billet d'avion, venir à Kinshasa, faire des démarches. Donc, à la fin, son passeport qui aurait dû lui coûter $200 ou $100, je sais pas, va lui coûter 700, $800 parce que s'il rajoutait les billets d'avion, les billets de séjour ou les coûts de séjour, c'est un gros coût. Et avec la vision que nous avons, c'est que vous allez à la poste, qui sera connecté dans un territoire donné, vous remplissez votre formulaire, vous donnez vos données, vous faites compiler votre demande et vous payez ce qu'il y a à payer. Et 2, 3 semaines après, c'est la poste qui vient vous livrer votre passeport, votre permis de conduire, votre carte d'identité et tout le reste. Donc, c'est un peu ça la vision que nous faisons. Et là, nous parlons donc, du renforcement de la gouvernance et la participation citoyenne. Alors, nous avons la réduction de la fracture numérique. Aujourd'hui, je ne sais pas, malheureusement, je n'ai pas des statistiques ici dans cette présentation, mais vous allez comprendre que aujourd'hui, nous avons la 2G qui est à peu près à 58%, le taux de pénétration de la 2G qui est à 58%, le taux d'Internet qui est à peu près à 32% et la monnaie mobile qui est à peu près à 10%. Donc, ce qui fait qu'il y a encore un grand chantier, il y a encore une grande partie de la population congolaise qui n'a pas accès aux différents services, que ce soit Internet, à la téléphonie mobile et aux services financiers. Nous allons aider à développer, bien sûr, ou en développant de la connectivité, nous allons permettre de réduire cette fracture numérique qu'il y a entre les milieux ruraux et les milieux urbains. Donc, tout ce que nous allons faire comme déploiement, tout ce que nous allons faire comme investissement aura pour objectif de réduire cette fracture numérique. Nous avons parlé de l'amélioration de la santé et du bien-être. La télémédecine, les services de santé en ligne peuvent être améliorés grâce à la connectivité. Aussitôt que la connectivité est déployée, c'est beaucoup plus facile d'avoir accès à certains services sans se déplacer, d'avoir un médecin à l'autre bout du fil qui pourra établir un diagnostic, vous prescrire un protocole à suivre pour une maladie, pour une épidémie donnée. Donc, on l'a vu avec le Covid, vous l'avez remarqué, nous avons été cloisonnés pendant plusieurs mois où on n'a pas eu accès à certains services aussi simples et aussi utiles pour l'être humain. Donc, la conséquence tacite de la réduction de la fracture numérique sera d'avoir accès à ces différents types de services. Alors, il est important d'améliorer ou d'adapter le cadre juridique par rapport à certains accompagnements parce que nous disons que pour avoir l'accès à l'information et à l'éducation l'aide, s'il vous plaît. Voilà. Donc, il va falloir préparer un cadre juridique qui permette la collaboration entre les opérateurs, donc le fonds de service ainsi que les régulateurs. Parce que si nous ne mettons pas un cadre de collaboration entre les trois, on va se buter à beaucoup de difficultés. Sous quel régime opère le service universel? Est-ce qu'il doit souscrire à des licences? Est-ce qu'il rentre en compétition avec les opérateurs? Tout ça là doit être défini par un cadre juridique qui permette l'épanouissement et le développement de ce fonds. Par exemple, quand nous subventionnons un opérateur pour que celui-ci aille déployer ou s'occupe d'une antenne, pour non-respect des obligations, il faudrait qu'il y ait des sanctions. C'est pas nous qui allons prendre les sanctions. Notre rôle n'est pas de sanctionner, mais il faudrait qu'il y ait une loi qui accompagne ou des mesures d'application qui accompagnent ces sanctions. Nous devons avoir des cadres de suivi et évaluation des projets dans lesquels, si un opérateur est impliqué dans un projet, il faudrait que l'on sache comment on peut évaluer tout ce qu'on fait comme investissement. Est-ce que ça a apporté l'impact escompté? Est-ce que ça a permis effectivement à atteindre les buts pour lesquels l'argent a été dépensé?
nous devons aussi avoir une loi sur, bon, pas une loi, mais un cadre qui pourra encadrer la concurrence. Qui pourra encadrer la concurrence parce qu'il y a dans ces coins-là où, par exemple, c'est un seul réseau qui est fort. Il y a dans d'autres coins où il y a deux réseaux qui sont forts. Il y a d'autres coins où il y a un réseau qui n'est quasiment pas existant. Et il va falloir aussi se mettre à l'idée que le fonds, les contributeurs de fonds, n'est pas seulement les opérateurs de téléphonie mobile, c'est aussi les fournisseurs d'accès à Internet. Comment est-ce que le fournisseur d'accès à Internet se retrouve ou bénéficie ou participe à l'acquisition ou à la subvention qui leur sera donnée? Il y a plusieurs challenges qui devront être couverts par un cadre juridique et il est de notre devoir de trouver quel sera le cadre qui va apporter un équilibre dans la définition ou dans l'élaboration de ce cadre juridique. Dans les acteurs clés dans les déploiements de services universels, nous avons le gouvernement qui définit la politique et la réglementation en matière du service universel. Et il assure aussi la supervision du secteur des télécommunications. Nous avons l'autorité de régulation qui est chargée de mettre en œuvre la politique du service universel et de gérer la collaboration. Là, c'est normalement collaboration entre la FSU et le respect des obligations des opérateurs. Les contributeurs qui sont les opérateurs, la société civile qui joue un rôle de plaidoyer pour dire, par exemple, cette zone est beaucoup plus prioritaire, c'est un peu comme l'arbitre qui peut faire des plaidoyers. Et nous avons des partenaires au développement qui, eux, peuvent venir demander que telle ou telle autre zone soit couverte ou pas. Nous avons les contributeurs au service des télécommunications. Donc, nous avons le 3% de chiffre d'affaires dont j'ai parlé, qui vient des provinces opérateurs. Nous avons des partenariats publics-privés dans lesquels le FDSU peut s'engager. Nous avons des financements internationaux qui peuvent venir des bailleurs de fonds, des organismes internationaux. Et nous avons aussi des dotations du gouvernement. Il y a plusieurs cas qui ont réussi, il y a plusieurs modèles. C'est un challenge, c'est vrai. Il y a des pays qui ont implémenté les services universels, mais qui n'ont pas eu de succès. Il y en a d'autres qui ont vraiment réussi, à l'exemple de l'Inde, de l'Afrique du Sud, du Chili, de la Tanzanie et d'autres qui ont essayé de choisir des modèles qui répondent à leur challenge. Donc, nous avons aussi un autre challenge qui est celui de choisir le bon modèle qui correspond à un déploiement rapide, efficace et pertinent. Donc, il est important que nous puissions travailler avec les opérateurs, avec le régulateur pour trouver le modèle qu'il faut afin que celui-ci puisse répondre aux vrais challenges de la République démocratique du Congo et permettre la réussite de ce fonds. Donc, ce que je voulais dire, c'est que le fonds, le FDSU, donc le fonds du service universel, est un fonds auquel les opérateurs contribuent. Les opérateurs contribuent à hauteur de 3% de leur chiffre d'affaires. Le rôle de ce fonds, c'est la promotion des télécommunications et TIC dans les milieux ruraux et périurbains. Pour quel objectif? Pour la réduction de la fracture numérique, pour l'inclusion financière, l'apprentissage ou l'initiation à l'outil numérique, pour l'acceptation au service du numérique et pour les développements des différents services qui sont déployés à travers ces subventions ou à l'assement de la connectivité. Donc, en gros, voilà un peu à quoi sert le fonds. Sur le point de vue organisationnel, nous avons dit qu'il y aura des concertations entre les opérateurs, les régulateurs et le gouvernement pour définir le bon modèle qui permette les déploiements faciles, rapides, efficaces des différentes connectivités dans les différents milieux, des différents programmes d'initiation et de formation à l'outil numérique et aussi un cadre d'innovation qui permettra de produire des solutions réelles, des besoins réels de la République démocratique du Congo. Donc, département d'innovation dans lequel il y aura des projets, des partenariats aussi de promotion des TIC
qui pourront être subventionnés. Donc, voilà un peu, en gros, de manière sommaire, c'est quoi le FSU et comment nous comptons l'organiser. Je vous remercie. Merci, M. Paterne. J'ai pris à séance questions-réponses, patientez, prenez place. Il y a une chaise juste à côté. Trompez bien l'acclamer, s'il vous plaît, très fort, pour sa belle présentation. Vous pouvez vous asseoir au milieu, là. Oui, de ce côté. Ah, pour la lumière, ouais. OK, c'est pas grave. Alors, vous allez comprendre que avec les chiffres que nous avons, notre pays a un taux de pénétration Internet à 70% et 33% pour les taux de pénétration. J'allais dire 63% pour les taux de pénétration des télécommunications et 33% pour les taux de pénétration Internet. Ça vaut vraiment la peine de mettre en place ces fonds justement pour combler ces vides, surtout dans le milieu rural. Et donc, pour aller plus loin, mesdames et messieurs, nous allons pouvoir passer à un panel avec les experts et lui-même, M. Paterne, puisqu'il est important qu'il soit avec nous pour répondre à 2-3 questions que nous avons. Et après, nous allons nous tourner vers le public pour la série des questions et réponses. Et je crois qu'Athanas va veiller à ce que les personnes qui sont en ligne puissent également poser des questions. J'invite, sous vos acclamations, monsieur le conseiller principal de madame la première ministre en charge des pétentiques, monsieur Tony. Merci de changer le tableau pour nos places. Merci beaucoup. J'invite également monsieur Alain Botlou, expert de la politique publique antique, qui doit vouloir nous rejoindre, un expert en GSMA, qui va pouvoir partager avec nous sur ce panel. On l'acclame bien fort alors qu'il est en train de s'avancer. Et j'invite pour les comptes d'Internet ici M. Kevin Mukendi, le secrétaire général, de bien vouloir nous rejoindre également. On l'acclame alors qu'il est en train de s'avancer. Enfin, le coordonnateur ou le point focal, je peux dire les chargés de mission, monsieur le ministre en charge des services universels. Alors, je vais commencer avec vous, monsieur Alain. Je vous donne le micro. Merci. La première question, c'est pour tous les participants, à l'exception du coordonnateur du fonds. Quel est d'abord votre entendement sur la création de ces fonds? Qu'entendez-vous d'abord par le fonds de services universels et qu'est-ce que ça peut apporter dans le système des technologies locales? Monsieur Alain. Merci beaucoup, Monsieur Tony, pour la question. Qu'est-ce que Ouais, c'était? j'aimerais également profiter de l'occasion pour remercier Madame Françoise et toute la communauté ISOC pour l'organisation de cette masterclass. Ouais, alors, pour répondre à votre question plus simplement, je pense que les interventions de ce matin ont déjà donné des réponses ou une partie de réponse à la question. Le Fonds de service universel, c'est un ensemble d'initiatives ou de politiques qui permettent de combler l'écart de connectivité entre les villes rurales et les villes urbaines. Donc, en termes clairs, c'est toutes les initiatives qui sont mises en œuvre pour apporter la connectivité mobile dans les zones rurales, les zones isolées, les zones difficiles d'accès où la connectivité fait défaut et où la couverture mobile également fait défaut. Comme l'a dit M. Paterne, les opérateurs économiques ont un objectif, c'est-à-dire étendre les services, mais également récupérer un retour sur investissement. Les investissements dans les télécommunications coûtent cher, mais ils sont rentables. Pour eux, la priorité, c'est d'abord de cibler les villes qui peuvent assurer un surinvestissement. Et les zones rurales qui sont généralement pauvres sont souvent oubliées. C'est pour cela que l'État a responsabilité d'assurer les services à travers tout le pays, a conçu cette idée du Fonds de service universel pour encourager la connectivité mobile dans les zones rurales et ces zones commercialement non viables. Donc, c'est une bonne initiative du gouvernement et de l'État en général parce que le Fonds de service universel était théoriquement créé depuis la loi sur les télécommunications de 2002, mais ce fonds n'a jamais été mis en œuvre. La loi qui a remplacé la loi de 2002, la loi du 25 novembre 2020,
fait également mention du service universel et c'est en application de la loi que le décret portant création du Fonds de développement du service universel a été créé. Mais jusque-là, le fonds est créé, mais le fonds n'est pas encore activé. Donc, le fonds est nécessaire, mais maintenant, il est de la responsabilité du gouvernement de financer le fonds de service universel pour le rendre opérationnel. Et je crois que c'est en cours parce que déjà, il y a un représentant de l'entreprise, disons, du fonds de service universel qui est ici présent, qui a été nommé. Donc, pour revenir à la question et pour la compléter, le fonds de service universel est essentiel pour encourager la connectivité. Au-delà de la connectivité, il y a la réalisation des objectifs de développement durable des Nations Unies. Comme vous le savez, la connectivité mobile a plusieurs avantages et impacts. Elle peut impacter le secteur économique en stimulant la croissance économique, mais aussi en réduisant la pauvreté. En suivant Monsieur Tern Kadiat, il nous a donné les avantages de porter la connectivité dans des zones qui sont pas encore couvertes. Il y a tout un écosystème commercial qui naît et qui permet aux gens de faire de l'argent pour se nourrir. Et également, la connectivité permet également et le bien-être, mais aussi elle rend facile l'accès à l'information, mais aussi l'accès aux services de base tels que l'éducation. Aujourd'hui, on parle de l'e-learning, c'est-à-dire l'éducation ou l'apprentissage à distance. On parle du e-santé, mais également d'autres services. Mais elle peut également aider à améliorer la productivité lorsqu'on utilise la technologie mobile dans les domaines tels que l'agriculture, la logistique ou le transport. Donc, les bienfaits de la connectivité sont nombreux et c'était une bonne chose que l'État pense à redynamiser le Fonds de service universel pour pouvoir aider et servir des zones qui sont oubliées en raison de plusieurs défis. Merci, Monsieur Alain, pour ces détails. Je viens vers vous, Monsieur Tony. Alors, quelle est votre lecture sur la création de ces fonds? Pensez-vous que ça sera un remède à un problème ou on doit vraiment aller plus loin pour couvrir les zones non connectées? Merci pour la question. Merci aussi pour l'opportunité de pouvoir participer à ce panel. Je remercie bien sûr Internet Society et la présidente aussi pour avoir organisé, à tous les participants aussi d'être là. Cette discussion qui est quand même assez importante. La question de la connectivité et la question de la digitalisation du pays sont des questions qui sont très profondes. Toujours dire la discussion en nous nous trouvons. Le contexte est un dans lequel nous avons un développement de la technologie qui se fait à une vitesse astronomique. Et dans cette évolution, on commence à avoir deux classes ou deux sociétés, deux classes de personnes qui se créent. Ceux qui sont capables de s'adapter et ceux qui ne sont pas capables de s'adapter. Les infrastructures qui sont disponibles dans certains pays pour des jeunes comme ceux qui nous suivent ici aujourd'hui dans cette discussion, permettent à ceux qui sont dans ces pays-là de pouvoir s'adapter rapidement. Tandis que quand vous êtes dans un pays où ces infrastructures ne sont pas disponibles, même si vous avez la volonté, vous n'en avez pas la capacité. Et tout de suite, on crée un retard qui a des impacts non seulement de développement, des impacts économiques et des impacts par rapport à la connaissance que l'on peut arriver à démontrer quand on prend une personne et une autre parce qu'ils n'ont pas eu accès au même type d'informations. Donc, moi, je prends le Fonds de service universel, vu que les spécialistes ici l'ont dit, le chargé de mission qui est ici le coordinateur du Fonds de service universel et M. Betou qui sont des experts en la matière, c'est de pouvoir le caractériser comme un plan d'urgence de rattrapage. On a besoin de pouvoir s'assurer que les statistiques qui disent ici qu'il y a 50% plus ou moins de la population qui a accès à la 2G, qui est le service minimum que l'on peut avoir pour la télécommunication, voice et SMS, ça veut dire qu'il y a 50% des Congolais qui n'ont pas accès à ça.
Quand on parle de 30% d'accès à Internet, ça veut dire qu'il y a 70% de Congolais qui n'ont pas accès à l'Internet. Et bien que l'on passe beaucoup d'informations au travers de cette autoroute de l'information qui est l'Internet, la majeure partie des Congolais ne participent pas. Et quand on parle d'inclusion financière, le taux de bancarisation en RDC est à peu près 12%. Ça veut dire que sur 100 millions d'habitants, si on utilise cette statistique, ben, il n'y a que 12 millions qui ont des comptes en banque. Quand on parle de personnes qui ont accès à la monnaie mobile, donc nous parlons de 30 millions, ça veut dire qu'il y a 70 millions qui ne participent pas. Et une autre statistique qu'il faut prendre en compte, c'est l'utilisation du cash pour le paiement. Ici, en RDC, nous payons tout en cash et on trouve ça très normal. Vous pouvez même acheter une maison en cash. Ce qui est très aberrant, si vous essayez de regarder par rapport à comment ça se passe dans un monde moderne, vous payez tout. Les tomates, les cireurs, votre taxi, la moto, tout se fait en cash. Et la réalité, c'est que les alternatives au cash ne représentent que 95% des transactions de paiement. Pendant que le monde est en train de devenir un monde sans cash. Nous, on a encore besoin de pouvoir prendre l'argent qui est imprimé à l'hôtel de monnaie, le distribuer, s'assurer qu'il arrive dans des villages où il n'arrive peut-être pas. Comment vous payez les salaires? Là où, si c'était électroniquement, à la vitesse de l'électronique, vous pouvez envoyer un salaire en quelques minutes. Mais à quoi ça sert si vous envoyez ça dans un village où la personne ne sait rien faire avec cet argent? La transformation pour aller dans ce monde digital qui est aujourd'hui la promesse de l'évolution à laquelle nous aspirons doit se faire rapidement. Il faudrait avoir des infrastructures qui permettent à ce que tout le monde puisse être participant. Donc, l'inclusion financière, l'inclusion numérique est un préalable à l'inclusion financière. Et sur l'inclusion financière, on parle de tout le développement du pays. C'est un plan de rattrapage, c'est un plan d'urgence. Il y a eu beaucoup d'évolutions dans ce secteur. Il a été dit ici que c'est vrai que c'était depuis 2002 que ça a été prévu d'avoir un fonds de service universel. C'est en 2021 que la nouvelle loi de télécommunications a été publiée. Et c'est en 2022 que le décret qui crée le fonds a été mis en place. Il y a quand même eu aussi une évolution sur le financement parce qu'il y a eu un arrêté interministériel qui a été signé, je crois que c'est en fin 2024, en octobre 2024, entre le ministère des PT&TIC et le ministère des Finances, qui, à ce moment-là, essaie de regarder comment est-ce qu'on peut mettre les fonds, qui sont les 3% de revenus de tous les télécoms, qui devraient normalement être attribués au fonds de service universel. Maintenant, si vous imaginez, entre 2002 et 2024, on a perçu de l'argent, mais cet argent n'est pas resté quelque part en attendant qu'on puisse l'utiliser. C'est un compte du Trésor et ça a été appliqué à différentes urgences. D'autres programmes du gouvernement se sont retrouvés tributaires de cette taxe. Et cet argent a été utilisé à tout, sauf à l'amélioration du secteur des télécommunications. Pour la première fois, il y a un établissement public qui a été mis en place pour pouvoir capter ces sous-là. Mais maintenant, il faut aussi aller du côté des finances pour décider à quel moment est-ce qu'on va mettre cet argent à leur disposition. Alors, ce qui a été acté entre les deux ministres, le ministre des Finances et le ministre des PT&TIC, c'est qu'il y aura une approche progressive qui va permettre de pouvoir prendre les 3% des revenus des entreprises de communication, de télécommunication et les ASP, et graduellement aller à 25% de ce qui a été capté en 2024 pour cette année de 2025. En 2026, on va prendre 50% de cette perception pour le mettre à la disposition de fonds de service universel. Et l'année d'après 2027, ça va aller à 75% pour finalement avoir la totalité de ce fonds mis à la disposition du service universel en 2028. Si vous voulez avoir une idée d'échelle, les statistiques de 2023 disent que juste pour les opérateurs télécoms, les 3% de leurs revenus représentent à peu près 60 millions de dollars. Donc, si vous voulez diviser ça par 4 pour trouver les 25% de cette somme-là, vous aurez probablement à peu près 15 millions qui devraient déjà être disponibles en 2025 pour supporter les efforts du Fonds de service universel et aller dans le sens d'accélérer l'inclusion au niveau de la connectivité, mais aussi l'inclusion numérique.
Merci, Tony, pour tous ces détails. Vous avez en même temps, il faut peut-être le souligner, évoqué le fait que notre population utilise jusqu'aujourd'hui les cash. Je vais sûrement revenir sur les modalités économiques pour rentabiliser ou soit rendre ces fonds plus performants. Mais je m'en vais d'abord donner la parole à Internet Society au travers Monsieur Kevin, le secrétaire général pour le chapitre RDC. C'est vrai que l'Internet Society met un accent particulier sur l'inclusion ou l'inclusivité numérique. Quelle est l'initiative ou la collaboration pourriez-vous envisager afin d'intégrer les communautés locales ainsi que les acteurs privés pour assurer la rentabilité durable des activités créées par les services universels pavés? Alors, merci beaucoup, Monsieur Sonny, pour cette question et également pour l'invitation à ces panels. Et comme vous le savez, Internet Society, d'abord, met en place un programme de subventions. Nous avons toute une gamme de subventions. Par exemple, nous avons une subvention pour les chercheurs qui travaillent sur l'amélioration de l'Internet ou l'avenir de l'Internet. Cette subvention va jusqu'à 200 000 $. Les organisations ou les chercheurs qui travaillent sur comment l'Internet du futur va fonctionner et comment s'y préparer dès aujourd'hui, nous mettons à leur disposition ces fonds. Ensuite, il y a aussi les subventions pour les réseaux communautaires. Vous êtes dans une zone non connectée et vous êtes une ONG et vous voulez mettre en place un réseau communautaire. Nous pouvons vous offrir jusqu'à 50 000 $ pour créer ces réseaux communautaires. Et c'est ce que nous avons fait avec les projets Pamoja.net qui œuvrent depuis 2019. C'est aussi de Kivu dans l'île d'Iguy. Ensuite, nous avons aussi de petites subventions allant jusqu'à 5 000 $. Donc, si vous avez, par exemple, des initiatives de formation, des développements des services numériques dans des zones reculées, nous mettons à votre disposition ces fonds. Donc, Internet Society commence d'abord par résoudre ces problèmes des financements qui manquent aujourd'hui. Et ensuite, ce que nous proposons également parmi les initiatives, c'est des partenariats avec des ONG. Par exemple, lorsque Pamoja.net est venu nous voir avec son projet, nous avons tout de suite soutenu parce que nous avons vu que ça cadre avec nos missions et ça va contribuer à la réduction de la fracture du numérique. Et c'est ce que nous encourageons à d'autres organisations et aux participants ici à nous approcher pour pouvoir ensemble voir comment nous pouvons développer des projets qui encouragent la connectivité, surtout dans des milieux ruraux. Ensuite, il y a aussi des initiatives de formation. Bien sûr, il faudrait mettre en place ces services, mettre en place la connectivité dans des zones rurales, mais il faudrait également prévoir la sensibilisation et la formation. Aujourd'hui, avec ce qui se passe à l'est du pays, et l'avènement des fake news et tout, on a été obligé de couper Internet parce qu'on ne savait plus comment gérer les contenus qui étaient générés par les utilisateurs. Aujourd'hui, la plupart des Congolais limitent Internet à des réseaux sociaux. Et les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils publient, n'ont pas conscience des conséquences de ce qu'ils publient. Il suffit de voir une vidéo où on montre un militaire danser, on n'a pas le temps d'analyser tout ça pour discréditer notre armée. Et vous voyez, et ça contribue au dénigrement de notre armée, et voilà, et ça aide l'ennemi qui nous attaque à tout moment. Internet Society pense créer une académie qui va aider les jeunes Congolais qui ont cette ambition de créer des solutions innovantes au service de la nation, mais aussi qui aimerait aussi œuvrer dans ce sens-là de fournir un accès à l'Internet et aux services de base dans des zones reculées. Voilà en gros ce que nous prévoyons et ce que nous faisons déjà pour encourager en quelque sorte ce que les services universels sont censés faire. Merci Kevin pour tous ces détails. Il est important de souligner le travail pertinent que fait l'Internet Society de mobiliser ou soit sensibiliser tous les acteurs, de pouvoir mettre en œuvre toutes les dispositions possibles, de connecter surtout les non connectés
et surtout défendre la cause de l'Internet. Je me rappelle, il y a quelques jours, alors que l'Internet a été coupé au Nord Kivu, Madame la Présidente, ensemble avec le membre de ce conseil d'administration, ont fait un communiqué pour dénoncer cette pratique parce que dans des guerres ou des situations compliquées, il faut que la population soit bien informée. Cordon, je viens vers vous parce que dans votre présentation, vous avez tout détaillé, mais je ne pense pas avoir constaté ou écouté les critères qui sont nécessaires pour déterminer le projet ou les initiatives à financer par les fonds des services universels. Et comment ces critères peuvent-ils aider ces fonds justement pour rendre ou garantir les investissements qui peuvent profiter aux zones isolées? Vous avez la parole, Monsieur Pater. En fait, pour répondre à votre question, nous avons un plan stratégique d'accès aux services universels qui devra être défini. Ce plan-là devra être défini à l'issue d'une étude qui permettra, premièrement, de classifier les différentes zones, parce qu'il n'y a pas que des zones non desservies, il y a aussi des zones desservies avec une mauvaise qualité. Il y a des zones qui rentrent dans le panache des opérateurs, mais pour lesquelles les opérateurs n'ont pas encore fait les déploiements. Okay. Ce sont des zones qui ne sont pas considérées comme des zones périurbaines ou des zones rurales. Donc, il y a tout un travail qui devra être fait pour d'abord catégoriser ces différentes zones, prioriser les différentes zones, choisir les technologies qui correspondent ou qui répondent de manière efficace à ces zones définies, parce que ce qui manque dans la plupart des choses que nous faisons en RDC, c'est la planification. Et nous avons prévu de planifier notre déploiement, préparer un plan de déploiement sur les 3 premières années, un plan triennal de 3 ans, qui sera présenté à tous et même approuvé à l'issue d'une étude. Alors, l'étude a été financée par la Banque mondiale. Il y a eu un appel à manifestation d'intérêt qui a été publié. Il y a des opérateurs ou des cabinets techniques qui ont soumissionné. Et bientôt, la commission d'évaluation sera mise en place. Je crois la semaine prochaine, on va ouvrir les plis pour voir quelle sera l'entité qui devra mener cette étude. Et cette étude sera menée en concertation avec les opérateurs, avec non seulement les différents gouvernements et tout autre acteur, contributeur à ce fonds, pour essayer de voir comment mettre un plan stratégique inclusif d'accès aux services universels qui prend en charge non seulement les technologies mobiles, mais aussi mettre des infrastructures qui rassurent le développement durable, qui permettent l'agrégation de différents trafics jusqu'à donc la collecte des différents trafics jusqu'à les véhiculer en entrant tout comme en sortie à travers des infrastructures de base qui sont celles de la fibre. Cette étude va vraiment nous aider et nous espérons que d'ici 6 mois, cette étude sera terminée. Mais avant ça, nous comptons déjà anticiper avec quelques sites pilotes pour essayer d'évaluer les technologies qui sont en notre possession et voir quelles sont les technologies qui répondent pour tel ou tel autre milieu. Parce que, bon, on sait voir que le relief de la RDC n'est pas le même partout. Nous savons que, par exemple, l'Est, ce sont des collines. Nous avons des endroits où il y a des plateaux. Nous avons des endroits où il y a des forêts denses. Nous avons des endroits où c'est clair. Donc, c'est beaucoup de challenges, c'est beaucoup d'éléments qui rentrent en compte et qui devront être réellement regardés pour que nous puissions faire un travail irréprochable et qui nous permette de bien nous déployer. Merci. Merci, Monsieur Paterne. Alors, vous savez que les fonds existent dans plusieurs pays déjà et qui fonctionnent normalement. Monsieur Alain, je vous donne la parole justement pour nous donner un peu votre avis, parce que dans votre expérience avec GSMA, quelle est la meilleure pratique observée dans d'autres pays africains pour assurer la durabilité économique de projets liés au service universel et comment ces pratiques, bien évidemment, pourraient être adaptées au contexte de la République démocratique du Congo?
Merci beaucoup pour la question. J'aimerais avant tout préciser que j'ai quitté récemment la GSMA. Donc maintenant, je suis consultant toujours dans le même domaine des politiques publiques. Lorsque nous étions à la GSMA, nous avions, parce que j'y étais en représentant l'Afrique subsaharienne, nous avons conduit une étude sur le Fonds de service universel en Afrique. Il y a un questionnaire que nous avons partagé avec toutes les parties prenantes, gouvernement, ministères, régulateurs, mais également tous les opérateurs. Nous avons reçu des réponses d'une quarantaine de pays sur la cinquantaine que compte l'Afrique. Et on est arrivé à des conclusions. Mais ce que je peux d'abord relever, c'est que dans la majorité des cas, des pays, le Fonds de service universel est inactif. Donc est inopérationnel. Ça, c'est vraiment dans la majorité des pays d'Afrique. Donc, le gouvernement collecte des contributions auprès des opérateurs, mais très peu de pays ont organisé de manière effective le Fonds de service universel. Mais en partant du constat que nous avons fait, des défis auxquels ces pays font face, on est quand même arrivé à un certain nombre de recommandations. Et là, je veux rebondir sur l'intervention de Patern lorsqu'il dit que c'est vrai, il faut d'abord il faut clarifier les zones à couvrir, à financer, prioriser, ce qui est une très bonne chose. Mais pour arriver à cela, il faut que cela se fasse en concertation avec toutes les parties prenantes. Donc, la gouvernance est primordiale. Il faut que tous les projets qui sont soumis ou qui vont être financés fassent l'objet d'un consensus, c'est-à-dire que le choix, la sélection des projets fasse l'objet d'un consensus. L'autorité de régulation, mais également les opérateurs de télécommunications connaissent toutes les réalités du terrain. Donc, au niveau de la gouvernance, c'est très important que l'on installe un cadre de gestion des fonds qui soit le plus transparent possible. Ça, c'est d'une chose pour pouvoir assurer la réussite du Fonds de service universel. Les objectifs poursuivis doivent être clairement définis et ces objectifs doivent être mesurables parce que lorsqu'un financement est donné, après X temps, il faudrait qu'il y ait un suivi et un monitoring pour voir si les résultats ont été atteints. Le mécanisme de déboursement des fonds doit être le plus souple possible parce que, comme l'a dit Patern, il va travailler sur un plan triennal. Donc, 3 ans, ça paraît beaucoup, mais ça passe très vite. Donc, le mécanisme de déboursement des fonds, lorsque le projet est validé, il doit être souple pour ne pas causer du retard parce que il est important que l'objectif suivi puisse être réel. Donc, voilà un peu, en gros, ce qu'on peut dire pour OK. et efficace des fonds de service universel. Merci, monsieur Alain. Alors, je viens vers vous, monsieur Tony. Je crois que c'est la dernière question avant vos recommandations. Il faudrait que l'établissement public qui gère le fonds le fasse de manière autonome, sans ingérence des politiques, parce que c'est souvent ça Le fait sous tutelle du ministère de Postes et Télécom. Alors, merci, monsieur Alain. Je vais vers vous, monsieur Tony. Vous êtes, comme je l'ai dit, en tant qu'expert en NTIC. Tout à l'heure, monsieur le coordonnateur ou le point focal de ces fonds a fait une présentation, a présenté même le modèle économique actuel du Fonds des services universels en RDC, bien qu'il n'est pas encore activé. Quelle adaptation recommanderiez-vous pour garantir sa durabilité à long terme en tant qu'expert NTIC? Oui, c'est une question large parce qu'elle touche à toute notre économie, mais j'aimerais bien me lancer à ce jeu de pouvoir faire quelques contributions humblement. Dans notre expérience travaillant à la primature, on a eu à travailler sur des projets comme sur les 145 territoires. Par exemple, un projet de développement local à la base qui a voulu s'assurer qu'il y avait des infrastructures qui étaient disponibles
au niveau de tous les territoires du pays et quel que soit leur point. Et en regardant les questions liées, par exemple, au suivi des différents projets qui étaient implémentés dans ces différents coins, la communication est apparue comme étant le premier élément qui nous empêchait de remonter les informations en un point. Quand le gouvernement central devait payer pour les travaux qui se faisaient localement, dans certains villages, il était pratiquement impossible d'aller débourser de l'argent et le mécanisme de financement devenait un frein au développement d'un projet pour lequel il y avait une mobilisation au niveau central, mais comment arriver jusqu'au bout. Alors, moi, je dirais que tout doit se faire en synergie. Il faudrait que les initiatives du Fonds de services universels puissent prendre en compte le préalable qui, en fait, est le plus grand handicap au niveau de la télécommunication, le manque d'électricité. Travailler avec des services comme Anser. Et ce que nous avions vu, c'est Anser, lui, il est là pour pouvoir aller mettre l'électricité dans les milieux ruraux. Mais Anser, quand il fait un plan pour aller mettre des panneaux solaires ou des centrales solaires dans certains milieux ruraux, eh ben, il se retrouve à mettre du courant dans des villages qui n'ont jamais eu d'électricité avant. Et qu'est-ce que les villageois ont à faire avec cette électricité? La première des choses, c'est allumer les ampoules. Mais il n'y a aucune rentabilité économique à allumer les ampoules. Et à la fin, vous devez aller installer des équipements qui vous coûtent des milliers de dollars ou des centaines de milliers de dollars qui doivent être maintenus sans avoir aucun plan de génération ou aucun plan économique qui permet à ce que cette électricité puisse inciter une forme de rentabilité dans ce village-là. Et le développement se fait de manière asynchrone. Alors, quand on a parlé avec eux sur les questions qui liaient la faisabilité du déploiement des réseaux, on s'est tout de suite rendu compte que leur plan de déploiement des centrales photovoltaïques n'était pas arrimé au plan de déploiement des réseaux que les opérateurs télécoms avaient. Là où les opérateurs télécoms ne sont pas là où on va aller mettre l'électricité. Et on leur a posé la question si, d'une part ou d'une autre, ils étaient intéressés à pouvoir mutualiser. En disant, écoutez, peut-être qu'on peut déplacer les antennes pour les mettre là où il y a des centrales photovoltaïques. Parce que qu'est-ce que ça fait? C'est que ça crée déjà un utilisateur pour cette électricité. Un effet sur la population qui serait induit quand on mutualise toutes ces différentes planifications. Et l'électricité permet d'avoir une meilleure connectivité. La connectivité permet de pouvoir avoir des utilisateurs qui sont beaucoup plus productifs et avec une inclusion financière qui est beaucoup plus avérée, qui fait qu'à ce moment-là, les gens ont de l'argent pour pouvoir payer pour ces services dont ils sont eux-mêmes bénéficiaires. Et mon seul conseil ici serait que l'on puisse emmener toutes ces différentes compétences de sorte à ce qu'on commence à mutualiser ces planifications et obtenir une meilleure productivité pour les efforts que nous faisons. Merci, M. Tony. Vous avez bien détaillé et j'ai noté le fait qu'il faut associer Anser dans cette politique de fonds des services universels pour non seulement comprendre le besoin qu'il y a dans le milieu rural, mais aussi et surtout avoir la rentabilité sur ce qui doit être fait. Merci pour ces détails. Kevin, je vais vous poser une dernière question avant de me tourner vers le public. Aujourd'hui, Internet Society travaille très dur justement pour aider le gouvernement à connecter les non connectés. Quelle est la stratégie actuelle que l'Internet Society, bien sûr, peut recommander pour encourager une adoption à grande échelle des technologies numériques dans les zones rurales et très éloignées? Alors, comme vous le savez, il y a déjà des privés qui ont des projets pareils. Nous avons par exemple United, Liquid aussi, qui sont en train de mettre leur fibre optique à l'intérieur du pays. Alors, ce que nous encouragerons au gouvernement, c'est de justement faire des partenariats avec ces entités privées afin qu'ensemble, ils puissent rapidement mettre en place ces infrastructures télécoms qui sont très importantes pour connecter les gens qui sont dans des zones un peu reculées. Il faudrait également qu'on pense à soutenir les initiatives locales parce que, comme nous l'avons dit plus tôt, il y a ces ONG qui sont en train de lutter pour mettre en place les réseaux communautaires, mais qui sont bloqués, par exemple, au niveau des licences chez les régulateurs.
Donc, vous avez un projet, connecter les personnes à moindre coût, mais la licence qu'on vous demande coûte plus cher. OK? Et ça bloque en fait ces genres d'initiatives. Et nous sommes en train de faire un plaidoyer au niveau du régulateur pour qu'en fait, on puisse supprimer quelques taxes pour permettre en fait et encourager les initiatives de création des réseaux communautaires au niveau des zones rurales. Il faudrait aussi penser à la formation, comme je le disais tantôt. C'est bien d'avoir cette connexion, mais il faudrait aussi montrer ce que la population peut faire avec cette connexion, les aider à rentabiliser. Par exemple, dans l'île d'Idjouи, là où nous avons soutenu les réseaux communautaires, ça permet aujourd'hui aux écoles de pouvoir, les enseignants de pouvoir faire des recherches. Les universitaires qui étaient obligés d'aller jusqu'à Bukavu ou à Goma pour se connecter, ils se connectent sur place. Et ils ont même créé un cybercafé, ce qui leur permet de s'autofinancer dans certaines activités. Et ça les empêche, en tout cas, de toujours dépendre de nous ou des autres bailleurs des fonds. Donc, il faudrait vraiment penser à créer des académies par-ci par-là ou soutenir déjà des initiatives pareilles afin de développer des compétences des personnes qui vont, eux aussi, à leur tour, aider leur communauté à se développer. Également, il faudrait, comme je le disais, penser au développement des infrastructures dans ces milieux-là. Vous avez quelque chose à ajouter? Non, c'est bon, merci. Merci, Kevin. Alors, Cordon et Monsieur le point focal, je vais chuter avec vous. Aujourd'hui, avant votre présentation, on a eu à évaluer le niveau de connaissance ou les sondages sur le fonds de service universel. Il est difficile aujourd'hui de dire que les personnes ou la population dans ces zones est déjà informée de l'existence de ces fonds. Quelle est la politique que vous avez mis en place justement pour associer la population de ces zones à s'approprier, bien évidemment, des projets liés à ces fonds? Alors, comme je vous l'ai dit, les fonds en soi, ce n'est que cette année que nous allons y avoir accès. Nous avons développé une stratégie sur 2 axes, comme nous le disons. Nous avons la connectivité qui est le premier axe. Le deuxième axe qui est l'alphabétisation. Et dans l'alphabétisation, nous avons 2 sous-axes qui sont l'acceptation par la population et l'apprentissage de l'outil. OK? Donc, pour apprendre l'outil, il faudrait d'abord l'accepter. Et pour l'accepter, il faudrait, quand on parle, qu'on communique dessus pour que vous arriviez à mieux le cerner et puis aller l'apprendre. Donc, nous avons une stratégie de communication qui devra normalement être basée sur plusieurs langues, non seulement les langues nationales, mais qui devront aussi s'adapter aux langues locales. Parce que tu peux avoir une maman, c'est un exemple, il y a des vieilles mamans qui ont juste accès à WhatsApp. Ce qui est important pour elles, c'est aller dans WhatsApp, faire une note vocale dans sa langue. Elle envoie sa note vocale. On lui renvoie l'information dans sa langue. Elle sait lire et elle évolue. Elle sait vendre, elle sait partager les informations, elle sait développer son business dans sa langue. Mais pour qu'elle arrive à mieux s'adapter à l'outil, il faudra le lui expliquer dans sa langue. Donc, on aura des animations, on a une stratégie de communication qui devra être aussi basée sur des petites animations sur lesquelles on va juste plaquer des voix pour expliquer des petites vidéos qu'on va devoir envoyer aux gens pour que ces gens-là comprennent effectivement à quoi sert le fonds, comment est-ce qu'ils peuvent se servir ou avoir accès à ce qu'apporte le fonds et comment est-ce qu'ils peuvent en tirer profit. Et c'est très important pour que ces gens-là comprennent et qu'ils s'en saisissent parce que ça servira à rien de déployer autant de milliers de dollars pour des gens qui ne l'utilisent pas. Il faudra créer ce besoin, des besoins qui devraient être comblés par la communauté elle-même et permettre à ce qu'un écosystème puisse naître et se développer autour de cette connectivité que vous allez leur apporter. Donc voilà un peu la réponse. Merci à Kevin, le chargé d'émission de Monsieur le ministre, de son Excellence, Monsieur le ministre des Postes et Télécommunications et Numériques.
Merci à Kevin, le secrétaire général d'Internet. Merci surtout à VP, notre expert qui est toujours là lorsqu'on a besoin de lui. Merci, Monsieur Tony. Merci à Monsieur Alain, l'expert en politique publique de NTIC. Est-ce qu'on peut bien fort acclamer tous nos panélistes, s'il vous plaît, mesdames et messieurs? Alors que je me tourne vers vous, je pense que le public, non seulement en ligne, mais aussi en présentiel, dispose de plusieurs questions pour justement interagir avec nos panélistes. Si vous avez des questions, levez juste votre main, on va vous donner la parole. Merci. Merci beaucoup de la parole. Je m'appelle Trésor Kaloubi. J'interviens dans cette masterclass pour le compte du programme Veilleurs du Web. En fait, le programme Veilleurs du Web RDC, c'est un programme qui rassemble les jeunes dont l'âge varie entre 14 et 24 ans qui sont formés pour lutter contre les fausses informations et la violence en ligne. Alors, là, pour cette masterclass, on parle sur le service universel pour connecter de nouveaux usagers. Ça veut dire qu'il y a déjà des anciens usagers qui sont connectés. Alors, parlons des anciens usagers. L'un des panélistes a soulevé un point ici, le fait que Internet a été coupé récemment parce qu'il y avait une prolifération de fausses informations en ligne. C'est l'un des fléaux auxquels nous faisons face grâce à cette connectivité. À part cela, actuellement, nous faisons maintenant face à un accroissement de messages de haine en ligne, entre autres des contenus à caractère tribal. Alors, ma question est de savoir comment vous, en tant que régulateur, vous, en tant que gouvernement, vous, en tant qu'acteur dans le domaine du numérique, vous faites pour lutter. Alors, moi, je vais poser la question à monsieur, parce que lui, c'est la bouche autorisée directe du gouvernement. Voilà. J'aimerais bien m'adresser directement à lui. Moi, en tant que gouvernement, en fait, c'est fait déjà. Parce que là, nous sommes exposés. Que tous ces 700 jeunes déjà formés jusque-là sont pour lutter contre les fausses informations et la haine en ligne. Ce n'est pas suffisant si pas pris de mesures. J'aimerais juste savoir quelles sont les mesures que le gouvernement a mises en place pour lutter contre ces fléaux. Ça, c'est un cas. Un autre cas est que les nouveaux utilisateurs qui seront connectés vont apprendre à utiliser, par exemple, les réseaux sociaux. Le contenu, nous croisons sur les réseaux sociaux, dans l'espace numérique, comme vous voulez, laisse à désirer. Si vous entrez actuellement, présentement même, si vous entrez sur TikTok, vous verrez ce qu'on vous présente en premier. Alors, comment vous, en tant que gouvernement, faites savoir accès à un contenu de qualité qui va permettre un bon développement? Voilà. Merci. Merci beaucoup. J'ai noté deux questions majeures, notamment les anciens et les nouveaux usagers, sous le fait que nous devons voir quelle est la politique du gouvernement justement pour réguler les secteurs, surtout le monde des réseaux sociaux. On va y revenir. Je crois que M. Tony a tout noté. Une deuxième question, merci. Merci. Je réponds au nom de Michael Lucivic. Je suis journaliste et économiste. Ma question s'adresse à M. Alain et M. chargé de mission. Là, les prénoms m'échappent. Paterne, hein? Oui, M. Paterne. Ma question se tient sur le financement des services universels. M. chargé de mission en premier avait dit que ces fonds sont financés par les 3% des chiffres d'affaires des opérateurs des télécommunications. Oui, merci. Là, j'étais d'accord avec lui, mais après, il y a M. Alain aussi qui a dit que ces fonds attendent le financement de l'État. Donc, l'État doit financer ces fonds. Maintenant, je me pose la question, si ces fonds sont déjà financés par les 3%
des chiffres d'affaires des opérateurs de télécommunications. M. Tony avait même estimé une somme de 60 millions pour l'année 2023, si je ne me trompe pas. Donc, ces 3%-là étaient équivalents de 60 millions de dollars en 2023. Si on prend seulement 2023, 2024, avec ces sommes de 60 millions, pourquoi attendre encore un financement de la part de l'État? À part ça aussi, c'est chargé de mission. Pourquoi les opérateurs économiques doivent obligatoirement financer ou contribuer au service universel? Et pour terminer, là c'est toujours M. Alain. Quel est l'établissement public qui gère l'investissement de ces fonds? Quel est l'établissement qui va gérer le fonds? Vous vous adressez à L'établissement Monsieur Patel. public, là. C'est le même fonds, c'est déjà un établissement. Monsieur Patel va en détailler. Merci pour toutes les questions. Le monsieur a constaté une forme d'incohérence entre monsieur Alain et monsieur Patel sur les intervenants, ceux qui doivent vraiment verser le fonds d'ensemble. Madame la Présidente, vous avez levé votre main. Je pense que c'est toujours pertinent de vous donner la parole. Oui, merci beaucoup. En fait, c'est une question de curiosité parce que nous avons parlé de Anser, même si nous n'avons pas un représentant d'Anser ici pour nous répondre, mais quelle est la collaboration entre le fonds et Anser? Quelle est la collaboration? Je pense qu'on s'adresse à monsieur Patel. Oui, tout à fait. Parfait. Et c'est l'Agence nationale pour l'électrification rurale. Oui, bien sûr. Merci la présidente. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, venez. On va prendre tout le monde parce qu'on n'est pas assez nombreux. Je pense que ça va aider nos intervenants à répondre une fois pour toutes. Kevin, qui n'a pas encore reçu de questions. Oui, vous avez la parole. Merci beaucoup. Moi, c'est Archange Kimino, membre de Internet Society RDC. À Monsieur Alain venait de nous dire que dans la plupart des pays africains, les fonds étaient inactifs. Alors, que faire en RDC pour que le fonds des services universels soit actif? Éviter des problèmes de détournement et surtout, peut-être ne pas tomber dans le cas de la RAM, qui a été un peu, je ne sais même pas comment expliquer ça. Et à M. Paterne, quelle est l'autorité d'inspection de ces fonds? Est-ce toujours l'IGF ou une autre autorité là? C'est ce que nous voulons savoir. Et à M. Tony, étant expert. La première question sur l'activation et les détournements, vous vous êtes adressé à M. Alain? À M. Alain, oui, à M. Alain. OK. Et à M. Tony, est-ce que le service universel va faciliter l'interopérabilité entre les acteurs des télécoms en RDC? C'est juste les 3 questions. Très bien, merci beaucoup, monsieur. Notre ami Lénon, encore Archange. Oh, merci beaucoup. Alors, prenez la parole très vite. Une question cette fois-ci parce qu'on est en train de courir derrière les temps. Merci beaucoup. Je m'appelle Patrick Félix Abelli. Je suis journaliste tech, mais aussi membre de ISOC. Je vais avoir la question à propos de ISOC dans le cadre de cette activité. En quoi va consister l'accompagnement des ISOC dans le cadre de la mise en œuvre de ces services? Et puis, monsieur Kadiat, je vais évoquer le problème de la fracture du numérique dans notre pays où il y a les taux sur l'accès à l'Internet qui posent problème et aussi évoquer les problèmes de l'alphabétisation. À propos de l'alphabétisation, d'abord, les taux de l'accès à l'Internet posent problème et il y a des gens qui ne sont pas, ou bon nombre de populations qui n'ont pas accès ou une éducation meilleure à l'utilisation à l'Internet. Comment comptez-vous sur l'appui de la société civile? Aujourd'hui, si vous êtes venu auprès de ISOC, c'est parce que ISOC travaille dans ces mêmes domaines, promouvoir l'accès à l'Internet. Et en dehors de ISOC, pour que les fonds puissent être pérennisés et avoir des racines à travers toute la République démocratique du Congo,
c'est quoi vos stratégies de communication? J'ai juste compris que vous avez dit que il faut des petites vidéos, il faut de l'infographie pour faciliter la sensibilisation. Est-ce qu'il fallait-il se limiter seulement à cette stratégie de communication-là où vous allez vous étendre pour que la majorité des Congolais puissent comprendre le vrai rôle de ces fonds, de ce que ça pourra apporter comme mission dans notre pays? Merci beaucoup pour votre question, monsieur. Je crois que on a des dernières questions. Madame, au moins, on avait déjà la présidente. Une deuxième. Merci pour la parole. Moi, je suis Jessica Kalala, directrice adjointe de Si Jeunesse Savait. Et je vois que les préoccupations sont assez partagées avec les autres, surtout dans la dernière intervention, puisque ma question va dans les mêmes sens pour Monsieur Paterne, sur les mesures déjà mises en place par le fonds pour vulgariser son existence et aussi qui va permettre au fait de susciter davantage l'implication des différents acteurs clés, notamment la société civile, par les différentes organisations qui œuvrent déjà dans ces domaines. Et donc, je voudrais savoir s'il y a déjà des mesures mises en place ou si là vont intervenir après l'étude dont vous avez parlé. Merci. Merci, madame. Monsieur, vous avez la parole et je crois que c'est la dernière question. Pendant ce temps, je demande à ceux qui sont en ligne et qui aimeraient bien poser des questions, de bien signaler la main auprès de notre technicien. Et puis, on va vous donner la parole très vite. Même si vous ne pouvez pas parler, laissez juste un message. Merci. Oui, bonjour, je m'appelle Merveille Senga. Je suis à l'hôtel de ville, informaticien. Alors, j'ai une question. Quelles mesures peuvent être prises pour assurer que l'accès à Internet soit non seulement disponible, mais aussi abordable pour les populations à faible revenu en RDC? À faible revenu. À faible revenu. Donc, les mesures pour constater que cela est possible, ça touche tout le monde, c'est ça? Exactement. Merci beaucoup. Alors, merci. Est-ce que vous acclamez pour vous-même, s'il vous plaît? Quand même, on ne peut pas rester si silencieux. On a eu beaucoup de questions dans la salle. Est-ce que nous avons des questions en ligne, cher Athanase? Donnez le micro à Athanase, il va nous lire 2-3 questions par écrit. Et s'il y a peut-être quelqu'un qui aimerait bien intervenir avec ça, c'est intéressant. Oui, nous avons Monsieur Emmanuel Rokengwa qui est déjà en ligne, qui voulait prendre la parole avant de lire les autres questions. Emmanuel, vous avez la parole. Ouvrez-vous votre micro. Appelez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, je n'ai pas une caméra fonctionnelle, mais ça aurait été intéressant exactement d'interagir directement en visioconf. Merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup aux panélistes. Merci beaucoup aussi aux exposés, pour les exposés magistraux qui étaient très intéressants et enrichissants. Ma question s'adresse je m'appelle Emmanuel Rokengwa, je suis vice-président de ISOC RDC. J'ai pas pu être avec vous puisque j'ai un calendrier, un agenda parallèle. Ma question s'adresse à tous les panélistes. Monsieur le vice-président, vous êtes dans quelle ville? Je suis à Kisangani. Alors, ma question s'adresse à tous les panélistes et principalement, ce n'est pas vraiment une question qui doit nécessairement avoir une réponse, mais c'est une question des réflexions, parce que je pense que ces genres de cadres sont des cadres très, très importants et intéressants pour pousser exactement à la réduction de cette fracture numérique. On a la chance d'avoir des acteurs du Congo d'en face, et donc la politique ou l'approche du Congo d'en face est déjà de ne pas avoir un autre établissement en parallèle de l'établissement des régulations, donc un fonds qui est à l'intérieur de l'autorité de régulation, qui est directement géré par l'autorité de régulation. Ça permet de mieux gérer les ressources, mais aussi de ne pas financer le fonds en rajoutant une nouvelle prestation pécuniaire sur les opérateurs, qui aura bien sûr pour effet l'accroissement, l'augmentation du prix ou du coût d'accès aux services, mais plutôt en mettant en place des mesures incitatives pour que les opérateurs se sentent appelés ou incités à aller couvrir ces zones qui sont moins desservies. Je parle vraiment sous réserve des acteurs du Congo d'en face qui peuvent toujours me corriger si je n'ai pas bien compris
le contexte et comment cela est mis en place dans le Congo d'en face. Alors, ma question, c'est vraiment une question de réflexion. Pourquoi est-ce que nous pouvons penser, puisque les 3% auront un impact sur les utilisateurs, les opérateurs ne prendront jamais cela en charge, même si c'est perçu sur leur chiffre d'affaires. Leur modèle montage financier voudra toujours que cela se répercute sur l'utilisateur, malgré les différentes régulations en termes de coûts. Quelqu'un a parlé de la RAM et des effets que cela a eu, je ne vais pas y revenir. Alors, est-ce que le fonds lui-même a aussi, puisque en lisant le décret création, je crois qu'on laisse quand même une latitude au fond à mettre en place d'autres politiques pour revoir ou réévaluer le fonds ou peut-être même plus tard passer à d'autres mesures. Est-ce que ce n'est pas quand même, il n'y a pas une opportunité, vu que ce fonds s'est inspiré aussi d'autres fonds qui existaient, il n'y a pas une opportunité de repenser le fonds, peut-être pas à ce stade, pour qu'il prenne ou il adopte ces approches qui sont moins agressives économiquement, que ce soit sur le côté du gouvernement, puisqu'il reste dans une institution qui existe au lieu de dupliquer une autre institution, mais aussi sur le coût d'accès aux services, donc qu'il finance par des mesures incitatives plutôt que par des prestations, des perceptions pécuniaires sur des services qui existent déjà. Merci. Merci. Merci, monsieur le vice-président, pour cette question à réflexion pour tous les panélistes. Est-ce qu'Athanas, il y a une autre question? Oui, une dernière question ici. Au fait, on a parlé de préalable pour ce qui est de la connectivité dans les zones rurales. Et monsieur Tony a mentionné le fait que, monsieur Paterne a mentionné le fait que souvent l'électricité est un des grands préalables. Monsieur Tony a aussi mentionné le fait que il faut y avoir des activités. Lorsque l'infrastructure sera sur place, il faut qu'il y ait des activités qui puissent bénéficier directement, dont la population locale va directement bénéficier. Alors, ma question est de savoir comment est-ce qu'on peut bâtir sur des projets, des programmes tels que, par exemple, le programme de développement de 145 territoires et d'autres projets comme ceux mis en place par ISOC pour aller vers les zones rurales. Comment on peut bâtir sur les expériences de ces projets déjà en place pour rendre effectif au fait ces fonds de développement du service universel. Merci. Merci, Athanas. Merci à tous les participants pour vos questions. Je vais me tourner cette fois-ci vers le panéliste. Je vais commencer avec le chargé d'émission. C'est difficile pour nous d'attaquer toutes les questions. C'est toujours important, il faut le répondre. Mais est-ce que dans 5 minutes, nous pouvons avoir en bref toutes les réponses à des questions? La question est imaginaire. J'espère que le chargé d'émission pourra synthétiser ses réponses et toucher quand même toutes les grandes lignes des différentes questions. Vous avez la parole, monsieur Pater. Alors, je m'en vais répondre rapidement. La première question que j'ai reçue de monsieur Michael, qui demande si les opérateurs économiques doivent obligatoirement contribuer au service universel. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que quand un opérateur s'établit en RDC sur base d'une licence, il a ce qu'on appelle un cahier des charges. Et dans le cahier des charges, on lui définit l'étendue de la couverture qu'il devra déployer. Et par le fait qu'il ne soit pas à mesure de couvrir toute la République démocratique du Congo pour telle ou telle autre raison, surtout sur les raisons ou les déficits infrastructurels dont on a fait mention, ils sont obligés de compenser cela par les 3% du chiffre d'affaires qui vont permettre de subventionner la promotion des télécommunications et des TIC dans les milieux ruraux et périurbains. Je crois que ça, c'est la réponse réservée à cette question. Pour ce qui est de la collaboration avec ANSER, la question de Madame la Présidente, la collaboration, elle est obligatoire. Elle est obligatoire. Pourquoi? Parce que nous avons prévu de consulter déjà ANSER dans l'élaboration de notre plan stratégique d'accès au service universel, parce que nous devons inclure leurs infrastructures déjà existantes,
leurs prochaines infrastructures qui sont en train d'être développées et aussi leurs plans futurs pour que nous puissions être le consommateur principal de l'énergie qu'ils sont en train de déployer. Et ça nous permet d'avoir des infrastructures qui nous permettront d'atteindre des proportions ou des couvertures assez intéressantes parce que les équipements de transmission dépendent aussi de la quantité de l'énergie que vous mettez à leur disposition. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous sommes obligés de collaborer avec eux. Et cette collaboration il y a eu déjà une première approche, mais qu'on n'a pas encore bien mûri et nous pensons pouvoir le faire incessamment ou dans les jours à venir. Il y a, je crois, Archange qui a demandé de savoir c'est quoi l'autorité d'inspection pour la gestion des fonds. Alors, ce qu'il faudra savoir, c'est que il est important de noter que la gouvernance déjà de l'établissement public devra définir un modèle, un mécanisme pour assurer la transparence dans la gestion et permettre à ce qu'il y ait des procédures des procédures à respecter dans la sortie des fonds ou même dans l'accord des subventions. Donc, nous travaillons sur ces différentes procédures que nous pensons numériser, OK, pour éviter que ces procédures soient tout le temps bypassées ou gérées de manière altérée par les différentes personnes, les différents acteurs. Donc, nous, dans notre modèle de gestion, nous comptons mettre des ERP avec des workflows très clairs, simples, avec des approbations en chaîne. Donc, ce qui fait que nous aurons déjà en interne une certaine façon de collaborer, donc de gérer cette collaboration, cette sortie des fonds et d'avoir une forme d'audit interne qui permettra par la suite, même quand l'IGF viendra ou ou la Cour des comptes, je sais pas, pour faire leur audit, ils auront accès à un système qui montrera toutes sortes d'approbations, tout ce qui est entrée, sortie, qui seront établies de manière transparente. Donc, de ce côté-là, en tout cas, nous espérons que l'informatisation est la seule solution pour nous pour éviter toute forme de détournement ou de mauvaise gestion de ces fonds. Pour ce qui est de la collaboration avec ISOC, c'est une très bonne question. Je constate ici, par l'intervention de mon copanéliste à droite, qu'il est important que ISOC se rapproche ou l'inverse du FDSU pour voir dans quel cadre collaborer parce que apparemment les deux missions convergent quelque part. Donc, c'est très important que l'on sache quelle est l'étendue de votre mission, comment est-ce qu'on peut collaborer pour qu'ensemble, on puisse connecter le plus grand nombre de la population congolaise qu'il faut en RDC. Alors, la stratégie de communication. J'ai parlé de certaines vidéos. C'est l'une des formes. J'ai bien dit que c'était l'une des formes parce qu'il y en a plusieurs. Donc, il faudra vraiment mettre en place une stratégie de communication qui devra soit être en push ou en pull. Donc, ça dépendra de comment nous abordons cette question par rapport aux circonstances et par rapport aux différentes personnes qui seront en face de nous. Donc, là, je pense que c'est une question qui est très importante, qui devra être étudiée minutieusement pour que la population puisse accueillir cette idée de pouvoir être connecté et aussi d'être partie prenante dans la construction de l'écosystème que nous allons créer à travers cette connectivité et cette alphabétisation que nous allons déployer dans différents villages. Alors, la question de, je crois, Madame Jessica, qui demandait si la société civile était consultée. Alors, je veux vous rassurer ici que la société civile a un siège au conseil d'administration du Fonds de développement de services universels. Donc, je pense que la personne qui sera désignée comme membre de la société civile saura porter toutes les préoccupations de la société civile au sein du conseil d'administration, qui est l'organe de prise de décision et de validation des opérations qui devront être menées par la direction générale. Et je pense que cette personne-là pourra prendre
porter à bien toutes les préoccupations de la société civile. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à se faire là-dessus. Alors, on a parlé, il y a une autre question de savoir sur la mise en place d'un accès à Internet abordable à faible revenu. Voilà. En fait, c'est même ça la politique du gouvernement. Le gouvernement lutte pour que l'on puisse avoir accès, ou qu'on puisse donner accès aux Congolais à la connectivité à un coût réduit. Donc, c'est pour ça que les actions se multiplient, commençant par le déploiement des infrastructures de base, des infrastructures de distribution et d'accès, ainsi que les incitatifs que l'on donne aux différents investisseurs qui viennent, surtout sur les backbones. L'objectif ici est effectivement d'avoir un impact sur le coût en termes de rabais. Et il faudra aussi reconnaître que les câbles sous-marins qui arrivent auront des très grosses capacités, ce qui aura une implication implicite sur le coût de développement, donc le coût d'accès aux services, donc d'accès à Internet. Nous parlons du câble Tout Africa, nous parlons du câble Kiwan et d'autres câbles sous-marins qui devront arriver dans la côte ouest pour nous permettre d'avoir plusieurs capacités. Plus on en aura, moins ça coûtera. Nous avons aussi des projets, par exemple, des projets bilatéraux. Un que je pourrais mettre là sur place, c'est celui de la Tanzanie et de la RDC, qui prévoit de s'interconnecter à travers un câble qui passera à travers le lac Tanganyika pour leur permettre d'avoir accès au câble marin de la côte ouest et que nous puissions nous aussi avoir accès au câble sous-marin de la côte est et relier les deux bouts, les deux océans. Donc ça, c'est aussi un des projets que je devrais mettre en place. Et la dernière question qui a été posée par Emmanuel, c'est par rapport à le fait organisationnel du fonds, donc de l'établissement public. Il a demandé de savoir quoi est-ce qu'on ne devrait pas carrément mettre le fonds sous la direction du régulateur. Et aussi, pourquoi en RDC, on a choisi un modèle où on a un fonds autonome. Alors, à cette question, moi, je pourrais dire qu'il y a plusieurs raisons que je ne saurais peut-être pas étaler là tout de suite, mais je pense que c'est l'une des recommandations aussi, je crois, de l'UAT, parce qu'il y a, j'ai participé à un conf call il y a quelques jours sur le Fonds de développement de services universels organisé par l'ARTAC, où le président a bel et bien évoqué ce type de modèle et il a dit le modèle qui convient le mieux, selon leur expérience et leurs études dans différents pays africains, c'est celui où le fonds est géré par un établissement autonome. Donc, il y a eu plusieurs discussions dessus, notamment nos amis du Congo d'en face, qui, eux, ils ont précisé que le fonds était effectivement sous les régulateurs et qu'il fonctionnait très bien. Il remplissait bien sa mission. Il y en a d'autres pour qui ou chez qui le fonds est totalement autonome, mais qui aussi disent que ça fonctionne très bien. Donc, je pense que ça, c'est une question, je ne sais pas, peut-être que je me ferai compléter par Monsieur Alain là-dessus, qui maîtrise bien la politique de marché de l'Afrique en termes de télécommunications. Je crois que lui pourra nous éclairer sur base de quoi ce choix a été fait. Mais bon, voilà un peu en résumé mes réponses à toutes les questions qui m'ont été posées. Merci beaucoup, Monsieur Paterne. Kevin, vous avez une question. Je crois qu'elle peut avoir une brève réponse aussi. Merci beaucoup, Monsieur Félix, pour la question. Vous savez, nous avons organisé cette masterclass justement dans le but d'accompagner les fonds du service universel et nous serons prêts à reproduire ces mêmes formats dans des zones où les services vont œuvrer. Nous avons une très grande base des membres à travers les pays et nous allons aussi aider les services en mettant à leur disposition nos membres qui sont un peu partout à l'intérieur du pays pour apporter bien sûr leur expérience et leur expertise dans la mise en œuvre de ces services.
Et également, nous l'avons fait avec les projets d'IRCX. Nous avons accompagné les 3 points d'échange. Internet Society a fourni la main-d'œuvre technique, matérielle, mais aussi financière. Et donc, nous serons également prêts à collaborer avec eux dans ce sens. Et aussi, nous ferons des propositions parce que nous sommes du côté des utilisateurs finaux. Donc, nous sommes la société civile et nous serons prêts à faire des propositions afin qu'il n'y ait pas d'injustice, afin que tout le monde puisse vraiment bénéficier de ces services. Et également, nous verrons comment nous, de notre côté, nous allons continuer aussi à multiplier les réseaux communautaires et à travailler même avec les universités ou les écoles qui ont aussi déjà des projets dans ce sens. Et de cette façon, nous allons aider des services universels à faire des économies et à se rediriger vers d'autres zones qui auront aussi besoin de la connectivité. Merci. Merci Kevin. Monsieur le conseiller, vous avez plusieurs questions. Je crois que vous allez les répondre de manière synthétique. Oui, je vais Afin essayer qu'on- d'être le plus rapide que possible pour le bénéfice du temps. La première question qui a été posée, ça venait de M. Trésor, qui faisait allusion aux anciens utilisateurs et nouveaux utilisateurs et aux fausses informations. Je vais d'abord reprendre sur le fait qu'il y a un principe dans l'Internet où on voudrait qu'il y ait une forme de liberté, liberté garantie pour les participants. Donc, c'est un peu une question piège, en disant, mais comment est-ce que vous allez donner l'Internet et puis limiter la liberté de ceux qui participent? Mais je vais me dévoiler parce que quand même, il y a eu du progrès qui a été fait en RDC. C'est que pour la première fois, en 2023, il y a une loi qui a été passée sur le numérique, qu'on appelle le Code du numérique nommément, qui encadre le secteur et qui donne à tout le monde, que ce soit des fournisseurs de services ou les utilisateurs, des précisions sur leurs droits, sur leurs obligations et sur leurs responsabilités par rapport à ce qui est de notre comportement sur Internet. Donc, il y a aussi eu un arrimage avec la loi pénale qui prend en compte un certain nombre d'infractions. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'Internet n'est plus un monde dans lequel vous pouvez commettre des infractions et parce que ça n'a pas été fait dans le domaine physique que maintenant, à partir de l'Internet, vous êtes dans un no man's land. Parce qu'il y a des dommages que vous pouvez porter à la réputation, vous pouvez même avoir des dommages qui peuvent être imputés aux finances d'une certaine personne si vous arrivez à voler son argent au travers de l'Internet. Cela ne vous substitue pas à la loi et il y avait un gap en RDC où certaines infractions qui se commettaient dans le domaine du numérique n'étaient pas captées parce que la loi ne savait pas comment gérer ça. Maintenant, la loi a été mise à jour et il y a un livre qui a été dédié au côté pénalité, où il y a même la propagation des fausses informations et les questions qui sont liées aux dommages que vous pouvez causer à quelqu'un réputationnellement qui peuvent entrer en ligne de compte. Par exemple, si vous allez prendre le compte de quelqu'un ou que vous substituez la photo de quelqu'un et que vous allez pour pouvoir publier des photos qui ne sont pas de cette personne, mais qui laissent penser que voilà, c'est une personne qui s'est méconduite, ça peut poser un problème à quelqu'un ou quelqu'un peut même se faire chasser de son emploi ou ne pas être fréquentable. Ce ne sont plus maintenant des crimes qui ne sont plus adressés. La loi aujourd'hui, le Code du numérique en particulier, adresse ces questions-là. Je vais aller rapidement à la question de M. Archange qui a parlé de l'interopérabilité. Je suis heureux qu'on ait parlé ici de RDCX. Oui, il y a une opportunité, évidemment, pour le Fonds de service universel de pouvoir garantir l'universalité du service en s'assurant que les opérateurs permettent que les appels entre les différents services qu'ils offrent sont interopérables. L'interopérabilité, évidemment, au niveau de la télécommunication classique, c'est l'interopérabilité des appels. Pourquoi est-ce qu'on doit vous tarifer différemment quand vous allez d'un réseau à un autre? L'interopérabilité peut aussi être au niveau des services, notamment la monnaie mobile. Pourquoi est-ce que Orange Money ne fonctionne pas avec M-Pesa ou Airtel Money? Ça peut aller au-delà des responsabilités du Fonds de service universel parce que quand on parle de monnaie mobile, c'est la Banque centrale qui intervient. Mais le Fonds de service universel peut intervenir comme un avocat, hein. C'est-à-dire qu'il est là pour s'assurer qu'il y a un usage qui est fait et quand on met
l'inclusion financière dans son agenda, eh ben, il faut aller l'adresser là. Et à ce moment-là, je vois qu'il serait comme étant un agent promoteur pour aller défendre le secteur et bien sûr les intérêts des utilisateurs qui sont évidemment les bénéficiaires finaux. Il y a une question qui a été posée et je crois qu'elle a été répondue partiellement par le chargé de mission. C'était sur le bien fondé de la perception du Fonds de service universel. Et ça, je crois qu'il y a eu ici l'impression que c'était une innovation. Non, le Fonds de service universel, les 3% de Fonds de service universel sont déjà là et captés depuis 2002. Et les opérateurs sont absolument soumis au paiement de cette taxe. Le seul problème que nous avons, c'est que la taxe a été perçue, mais elle n'est pas utilisée pour améliorer les services. Hein, donc, la conversation aujourd'hui, c'est de dire non, on ne veut pas aller ajouter une nouvelle taxe. On veut utiliser la taxe qui existe déjà pour améliorer les services. Et d'ailleurs, aujourd'hui, les opérateurs sont tous d'accord avec nous qu'ils aimeraient que ces fonds soient utilisés parce que quelquefois, ça peut permettre qu'on mette des infrastructures qui peuvent mutualiser. C'est-à-dire que les services de mon ami Paterne peuvent décider de mettre le financement dans la mise en place d'une tour et que sur cette tour, les opérateurs viennent pour venir mutualiser leurs équipements à moindre frais ou bien pouvoir aller régler le problème de l'électricité. Donc, ils ont besoin d'avoir un allié qui vient pour les aider à améliorer la manière dont ils offrent les services et eux, comme étant des entités qui savent comment ils font leur profit, ils savent exactement pour les services rendus comment est-ce qu'ils vont se rembourser. Donc, ça crée une meilleure opportunité, croyez-moi. Si on parle de 50% de connectivité, ça veut dire qu'il y a 50% de la population qui a besoin d'être connectée et elle sera connectée par les services existants. Et ça, c'est plutôt un accélérateur pour pouvoir y arriver. Et la dernière question qui a été posée, c'était relative aux 145 territoires. Et je vais juste citer ici que oui, effectivement, dans les 145 territoires, il y a eu la réflexion de 145 bureaux administratifs. Une chose est certaine, vous allez voir ces bureaux administratifs construits en briques avec des mobiliers qui ont été mis, mais il n'y a pas de service Internet ni numérique dedans. C'est quoi l'opportunité? Ça veut dire que s'il y a des gens qui ont besoin de pouvoir faire des déclarations administratives, eh ben, au travers d'un service qui pourrait leur être octroyé par le service universel, ben, nous pouvons à ce moment-là aider aux gens à avoir accès aux services numériquement dans les territoires. Ça permet de rapprocher l'administré de l'État. Il y a eu des centres de santé qui ont été mis en place, plus de 1000 centres de santé. Ça veut dire qu'on peut mettre de la connectivité dedans et puis faire bénéficier à ces centres de santé des services du genre télémédecine qui peuvent améliorer la prise en charge de certains cas de santé qui ne peuvent pas être pris en charge là-dedans. Il y a des écoles, à peu près 1000 écoles qui ont été faites. On peut mettre de la connectivité dans les écoles qui permettrait à ce moment-là de démocratiser l'accès aux élèves qui sont d'une part le futur de ce pays et qui pourraient déjà avoir accès à l'Internet dans le cadre des écoles, mais étant dans les territoires dans lesquels ces écoles se trouvent. Le dernier point que je voudrais mentionner, enfin l'avant-dernier, c'est l'agriculture. On sait aujourd'hui qu'il y a toute une économie de l'agrotech qui existe et la majeure partie des gens qui vivent dans les milieux ruraux, qui sont à peu près 60% de la population, vivent d'agriculture de subsistance, mais ils n'ont aucun accès à des outils qui leur permettent de pouvoir améliorer leur manière de pouvoir faire, que ce soit comment s'approvisionner en engrais, à quel moment est-ce qu'il faut planter, la météo, ils n'ont pas accès à tout ça. Eh ben, c'est aussi un bénéfice qui pourrait, en combinant les efforts des 145 territoires et de fonds de service universel, permettre de pouvoir rendre rapidement une optimisation de ce service-là. Finalement, je reviens à mon favori, c'est la fintech, les monnaies mobiles, l'inclusion financière. Je vais donner juste un chiffre. Dans la monnaie mobile en RDC, aujourd'hui, les derniers chiffres qui ont été cités, c'est que nous faisons un peu moins de 800 millions de dollars par an en termes de transactions, en gros. Si vous faites votre propre recherche, le Kenya, qui a moins de population que nous, en 2024, a fait 48 milliards de dollars de transactions dans leur monnaie mobile. Alors, je ne sais pas si vous réalisez le retard que nous avons à rattraper, mais il y a des pays dans les alentours qui bénéficient pleinement de la transformation et de la migration qu'ils ont fait. Et ici, pour moi, quand on commence à entrer dans le système financier, quand on commence à emmener
les gens qui œuvrent dans l'économie informelle. Au niveau formel, à ce moment-là, on commence à avoir un impact économique qui est un surplus ou une plus-value qui va au-delà de ce que l'on aurait pu penser qu'on pouvait avoir en permettant juste aux gens de se connecter. Voilà. Merci beaucoup, conseiller, pour toutes les bonnes réponses. Ainsi, je vais clôturer avec vous, Monsieur Alain. Je crois que nous allons aussi avoir vos réponses de manière brève et finir notre panel. Merci. Merci beaucoup. J'ai identifié quatre questions. Donc, la première, Je vous approchez un peu de votre micro, soit utiliser le mien. La question de M. Cayenne qui faisait état d'une certaine contradiction dans nos présentations, nos différentes présentations. Non, il n'y a pas de contradiction. La loi prévoit que le fonds est financé par les 3% sur le chiffre d'affaires payé ou collecté auprès des sociétés de télécommunications. Et on disait également, moi je disais qu'on attend le financement du fonds de service universel. C'est-à-dire que les 3% sont payés au trésor public. Donc, les 3% ne sont pas payés directement à l'établissement qui gère le fonds de service universel. Donc, ce que nous, on attend et pour lequel les plaidoyers sont faits, c'est que l'État débourse ce financement en faveur du fonds de service universel. Donc, il n'y a pas de contradiction du tout. Pourquoi on attend le financement des opérateurs? Eh bien, c'est ce que dit la loi. Le législateur en a décidé ainsi. Mais ce n'est pas seulement en RDC, hein, c'est une pratique internationale. Dans tous les pays, le fonds de service universel est financé par une contribution sur le chiffre d'affaires payé par les opérateurs de télécom. Alors, il y a la question de M. Archange. Oui. M. Archange qui disait comment faire pour rendre le fonds actif et éviter le détournement. Bon, comme on l'a dit, hein, c'était une procédure. Il fallait créer l'établissement public qui va gérer le fonds de service universel. La deuxième étape, ça a été l'arrêté interministériel qui consacrait effectivement le financement du fonds. On l'a dit ici, le premier palier, ce sera 25% des 3% qui sont payés. Donc, la suite, ce sera l'installation effective de l'établissement public et le déboursement par l'État de la quote-part qui va servir à alimenter le fonds de service universel. Donc, les discussions, le travail est en cours, le train suit, donc la procédure suit son cours. Je pense que les défis majeurs ont été surmontés. Comment éviter le détournement? Bon, comme on l'a dit, hein, la gestion doit se faire de manière opaque, mais elle se fait de manière transparente avec d'autres parties prenantes. Il y a notamment le régulateur, la RPTC qui intervient, mais également les opérateurs de télécommunications qui ont également un œil. Et ça, même l'arrêté qui crée le décret, je pense, qui crée le fonds, prévoit également une représentation de ces parties-là, de la société civile également. Donc, tout ça, c'est des garde-fous qui sont mis en place pour éviter les détournements et éviter que la gestion des fonds se fasse de manière opaque. La troisième question, c'est de M. Kisanga. Mesures assurées pour que l'accès... Voilà. Quelles sont les mesures à prendre pour assurer que l'accès soit accessible et abordable? Ça, c'est une très bonne question parce que lorsqu'on parle du fonds de service universel, on voit l'aspect disponibilité des services, on voit l'aspect abordabilité et accessibilité. Donc, tout ce qui est connectivité et fonds de service universel, ça obéit à une loi économique, c'est-à-dire la loi de l'offre et de la demande. Vous avez l'offre d'une part avec la fourniture des services et puis vous avez la demande, c'est-à-dire le besoin qui est créé chez les usagers. Et il faut qu'il y ait un équilibre entre l'offre et la demande pour que le système soit parfait. Donc, ça veut dire que des services qui ne sont pas abordables pour la population ne serviraient pas parce que personne ne va l'utiliser. Voilà pourquoi le fonds de service l'établissement public devra mener des études sur la technologie appropriée. M. Partel vous l'a dit. Ça veut dire dans une zone rurale, vous n'allez pas, une zone rurale par exemple de 500 habitants, vous n'allez pas aller installer une tour avec des équipements qui vous coûtent
qui vous coûte 200 000 $. Ça, c'est le prix d'un site normal, traditionnel. Maintenant, il existe des solutions pour les zones rurales, des petits sites qui vous coûtent un peu moins de 100 000 $. Donc voilà, par le choix de la technologie, on peut arriver à rendre les services abordables dans ces zones-là. Mais il y a également, parce que le Fonds de service universel, c'est comme on l'a dit, on encourage la fourniture de services en encourageant le déploiement des infrastructures, mais il faut également prendre des mesures pour que le service soit abordable. Par exemple, qu'est-ce qui facilite l'accès pour les populations? Il faut avoir un téléphone. Quelles sont les mesures qui sont prises pour que le téléphone soit abordable pour les populations? Et puis, quelles sont les mesures qui sont prises pour que les services soient abordables? Donc, il y a des mesures qui doivent être prises sur le plan fiscal également pour pouvoir encourager le déploiement, mais aussi faire en sorte que le service soit abordable pour toutes les couches de la population. Mais qui peuvent être prises en arrivée là. La dernière préoccupation, c'est de M. Emmanuel Okenga. M. Paterne a répondu en partie. Je vais compléter. Oui, demander, voilà, pourquoi imposer 3%? Bon, là, il faut clarifier que les 3% sont déjà payés par les opérateurs depuis plusieurs années. Les 3% avaient été institués avant même que l'on parle de la création du Fonds de service universel. C'était institué comme une contribution des opérateurs. À l'époque, c'était 2% et puis ça a été majoré à 3%. Donc, les 3% sont payés. Et la loi de 2020 est venue clarifier le financement du service universel en disant notamment que le financement du Fonds de service universel se fait notamment par les 3% qui sont payés par les opérateurs. Donc, ce n'est pas une nouvelle imposition. C'est déjà payé. Tout ce qu'on demande, c'est que l'État reverse cela au Fonds de service universel. Bon, il disait également, mais pourquoi créer une autre entité, une entité distincte du régulateur? Ça va entraîner d'autres charges. C'est possible. C'est possible. Mais je pense que plusieurs éléments, plusieurs facteurs ont milité en faveur de la création d'une entité distincte. Il fallait, par exemple, c'est vrai que c'est facile de confier ça au régulateur, mais sachant que le régulateur a le rôle de surveillance et de la police des activités du secteur, lui rajouter également une mission de financer certaines activités de ce secteur-là, ça fait de lui un peu un juge et partie en même temps. Donc voilà pourquoi, selon les bonnes pratiques internationales, il était recommandé de créer une entité distincte. Donc je pense que c'est maintenant, il appartiendra à M. Paterne de ne pas faire de l'établissement public une administration publique en engageant cousins, cousines, neveux, nièces, parce que c'est ça qui va rendre le Fonds de service universel inefficace. Moi, je pense qu'il n'aura même pas besoin d'une pléthore d'agents parce qu'il va travailler en collaboration avec le ministère, avec l'autorité de régulation, avec les opérateurs, avec la société civile. Donc, un nombre d'agents restreint, compétents, mais surtout avec une expérience avérée, vont l'aider à bien faire son travail. Merci. Merci beaucoup. Il y avait, je crois, peut-être... Non, OK. Merci. On acclame bien fort pour tous nos panélistes, mesdames et messieurs. Donnez-moi ce micro, je pense que c'est un problème. Alors, merci, M. Paterne, merci, Kevin, merci, M. Tony et surtout, M. Alain, pour vos pertinentes réponses à toutes les questions de nos invités. Est-ce qu'on peut bien fort les acclamer encore une fois, s'il vous plaît? Je vais vous prier de vous lever, chers panélistes, et j'invite la présidente de bien le rejoindre pour une photo de famille. Et juste après, parce qu'on doit libérer monsieur le conseiller principal, parce qu'il a un autre événement avec la semaine canadienne, je me rappelle. Et nous allons revenir avec Athanase pour nous faire le sondage. Ah, je vais m'ajouter à la photo quand même. J'étais aussi orateur. Merci à tous. Alors donc, excusez-moi, j'invite très vite
Athanase de nous faire le rapport du sondage et juste après, nous aurons le mot de clôture de la présidente. Merci à tous. Athanase, tu peux nous rejoindre très vite. Pendant 5 minutes, nous faire le compte rendu et les rapports. Vous avez le micro très rapidement dans 5 minutes. Alors, on va faire rapidement le même exercice qu'on a fait dans la matinée pour voir un peu quelles sont les connaissances après avoir écouté nos experts. Alors, une seconde, je vais mettre la présentation pour que ceux qui sont en ligne puissent la voir aussi. Alors, c'est la même chose. Vous avez juste à scanner les QR code qui est là en utilisant le code sur votre Slido et vous pourrez accéder au sondage. Alors, pour ce qui est de questions, notre première est celle-ci. Alors, avez-vous déjà entendu parler du Fonds de service universel? Après tout ça, je suppose que c'est un oui. Est-ce qu'on est déjà connecté? Donc, il suffit juste de scanner le QR code là-bas ou bien d'utiliser le lien slido.com et de mettre le code. Oui. Donc, en se connectant sur Slido, juste mettre le code 31 52 059. Alors, nous recevons déjà les réponses. Alors, pour la première question, c'est évident, avez-vous déjà entendu parler du Fonds de service universel? J'attends voir beaucoup de oui. Il y a déjà ceux qui sont en ligne, Madame Patience qui est en train de écrire sur le tableau. J'ai vu un oui. Donc, c'est juste simple, scanner et le QR code directement, vous serez redirigé au sondage. Alors, pour cette première question, on va directement vers la deuxième. Quel est l'objectif principal du Fonds de service universel? Ici, nous avons amélioré l'accès à Internet et aux services numériques dans les zones rurales et isolées. Et là, je vois, nous avons presque tout le monde qui a répondu, qui coche que c'est ça exactement l'objectif du fonds. Nous avons aussi des options comme réduire les inégalités d'accès, les télécommunications et autres. Mais là, je suis content parce que déjà, la majorité des répondants répondent que c'est bien évidemment pour améliorer l'accès à l'Internet et aux services numériques dans les zones rurales. Pour la question suivante, c'est qui est le responsable de la gestion? Ici, plusieurs personnes mettent les régulateurs des télécommunications, mais je crois après la présentation de M. Kadia, les réponses, je m'espérais à des réponses différentes. Je ne sais pas. Vous pouvez continuer à répondre. J'attends des réponses différentes en tout cas. J'espère bien. Alors, on a dit ici que le fonds est géré, au fait, le service est géré par le Fonds spécial de développement, le Fonds de développement du service universel qui est, au fait, au ministère des Postes, au ministère de Télécommunications et Numérique, ancienne pédantique. Et donc, c'est bien le gouvernement et non les régulateurs qui gèrent ça. Mais on passe à la question suivante. Alors, c'est une question libre des missions principales du fonds. Je nous épargne cette question pour éviter les troupes écrits. Mais on y va à la suivante. Avez-vous déjà entendu parler de ces fonds? J'espère avoir que des oui ici. Évidemment, nous avons tous entendu parler du fonds tout au courant de la journée. Il y a ceux qui sont encore sur le nom. C'est très intéressant. En tout cas, on a entendu parler du fonds. Et ce qui est intéressant encore plus, c'est que le site du fonds est bien en ligne avec beaucoup de ressources si vous voulez apprendre plus sur cela. Donc, vous pouvez bien le faire en ligne. Merci. Alors, pour la question suivante, c'est, à votre avis, les ressources du fonds sont-elles utilisées d'une manière efficace? C'est non. Bon, évidemment, parce que on n'a pas encore opérationnalisé les fonds. Alors, pour la prochaine question,
quels sont, selon vous, les principaux obstacles ici? Il y a insuffisance des ressources, mauvaise gestion de fonds, manque de contrôle de suivi de projet. Ce sont les trois points qui sont le plus sélectionnés. Alors, je vois le modérateur qui me dit de finir rapidement. Je m'en vais à la dernière série. C'est que, selon vous, quel secteur devrait bénéficier en priorité des financements de ces fonds? Et là, nous avons l'éducation encore. Au début, comme c'était le cas le matin, je crois que là, il y a vraiment une équivalence avec la réponse qu'on a eue le matin. L'éducation vient en premier. Après, il y a la connectivité dans les zones rurales, la santé, l'agriculture, le développement des services numériques et l'entrepreneuriat. Très intéressant de noter l'éducation. L'éducation étant un des leviers principaux du développement de notre pays. Alors, pour la dernière question, ici, c'est de savoir si vous serez intéressé à suivre des formations ou séminaires similaires à celle-ci pour apprendre des enjeux du Fonds de services universels. Et ici, nous avons presque la totalité qui dit oui. Je crois que Monsieur Pattern est en train de voir que les gens, ils ont besoin d'en apprendre encore davantage. Madame la présidente Tissot est en train de voir que l'audience veut en apprendre davantage et tous les experts. Donc, si nous encourager à ne pas hésiter à lire les ressources qui sont en ligne, il y a des ressources de l'unité internationale des télécommunications. J'ai parlé aussi du site du fonds qui est en ligne. Et aussi pour ce qui est des œuvres d'ISOC, il y a des ressources en ligne, donc n'hésitez pas à en apprendre davantage. Je veux m'arrêter là pour respecter le temps. Merci beaucoup pour la participation à ces sondages. Encore une fois, l'idée c'était d'avoir vos avis au fait. On a fait le même sondage le matin. On avait des idées un peu divergentes, c'est que nous espérons avoir. Mais je suis content de voir que maintenant là, on a plus de connaissances en ce qui concerne cela. Et cela pour dire que l'objectif de cette masterclass est dans l'ensemble bien atteint, de plus de connaissances, bâtir plus de connaissances des acteurs, des différentes entités, pour ce qui est du Fonds de services universels en RDC. Encore une fois, je vous remercie pour votre participation et je passe la parole au modérateur. Merci. Merci Athanase, on l'acclame, s'il vous plaît, pour les conclusions du sondage sur les services universels, sur le Fonds des services universels. Et donc, mesdames et messieurs, c'est donc par sa présentation que nous allons clôturer notre masterclass sur les services universels, connecter les nouveaux usagers. Cet événement organisé par Internet Society en collaboration avec le ministère des Postes, Télécommunications et Numérique au travers de son FDSU, qui veut dire Fonds de développement des services universels, ici représenté par le chargé de mission Pattern Kadiat a fait honneur de se présenter et présenter également le fonds, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer pour sa magnifique présentation aujourd'hui? Je voudrais réitérer le même remerciement à l'expert Alain Betou, qui a été contacté, je crois, 3 jours avant l'événement, mais qui n'a pas hésité, au travers de son expertise, de pouvoir rejoindre les activités sur le numérique, afin de donner son avis sur la question. Est-ce qu'on peut bien fort l'acclamer aussi, s'il vous plaît, monsieur Alain? Et surtout, merci à toutes les équipes et tous les acteurs présents dans la salle. D'abord, je jette un coup d'œil aux amis de veilleurs de web. Est-ce qu'on peut les acclamer aussi, qui nous ont fait plaisir de venir accompagner cet événement? Si je ne savais, tous les acteurs Internet Society, on m'a dit que les membres de l'Internet Society qui sont dans la salle auront un cadeau, même ceux qui sont en ligne. Donc, il faut réclamer vos cadeaux chez la présidente. Et donc, pour ce faire, mesdames et messieurs, je m'en vais inviter la présidente de notre communauté de bien vouloir dire un mot de clôture sous vos acclamations, alors qu'elle est en train d'avancer. Merci beaucoup, monsieur le conseiller Pattern Kadiat, coordonnateur du Fonds de services universels en RDC, monsieur l'expert en politique publique, Alain Betou,
ainsi que le conseiller principal qui s'est excusé. Je tiens personnellement à vous remercier pour le temps que vous avez accordé à cet événement. Comme vous avez pu le voir, nous ne sommes pas nombreux dans la salle, mais beaucoup de gens sont également connectés et sont en train de faire leur retour en ligne. C'est pour vous dire que c'est un sujet qui nous concerne au plus haut point à Internet Society, parce que notre organisation a été créée justement pour que Internet puisse être accessible à tout le monde et pour qu'il puisse réellement jouer son rôle de développement. Donc, je vous remercie et je pense que, comme vous avez vu, les gens ont soif d'en apprendre encore un peu plus sur comment est-ce que ce fonds sera déroulé en République démocratique du Congo. Donc, si une autre fois nous vous contactons pour une autre activité, vraiment ne fermez pas la porte, gardez-la toujours ouverte pour nous. Et à tous les participants, j'aimerais également vous remercier parce que nous savons que vous avez des multiples occupations, mais vous avez choisi d'être ici avec nous. Pour ceux qui ne sont pas encore membres d'ISOC, je pense que je ne vais pas revenir sur toutes les choses que notre secrétaire général a dit durant le panel. Donc, nous sommes une organisation vibrante dans plusieurs provinces. Nous avons quelques financements, mais nous donnons des financements pour des projets, pour des idées qui peuvent vraiment changer les choses. Donc, profitez-en pour devenir membre. Faites partie de ce train qui apporte le développement en RDC. Et nous allons emmener ce train jusque dans les zones rurales et dans les zones isolées pour connecter le plus grand nombre. Donc, merci beaucoup à toutes qui a également participé à l'organisation. Je pense à Athanase. Si vous pensez que son rôle ne s'arrête qu'à faire le sondage, alors vous n'avez rien compris. Si nous sommes dans la salle, c'est vraiment à cause de Athanase. Je pense également à Déborah Bilaou. Les deux sont membres du conseil d'administration avec moi et donc j'aimerais les reconnaître ici. Merci également à Soni Ngandou, qui est aussi membre du conseil d'administration, mais dont le métier est de faciliter ce genre de rencontres. Merci à tout le monde et à très bientôt. Merci la présidente. Avec le flou et merci donc à tous les participants. C'est par ce mot que nous mettons donc point final à notre événement. Et donc, je vous souhaite à tous bonne fin. Qu'est-ce que j'ai dit? Bon après-midi. Et on se retrouve dehors pour une photo des familles et sûrement peut-être un petit cocktail. Merci à tous et bonne journée.